Bonjour à tous, merci d'être présents sur ce webinaire WatchGuard sur les cryptolockers, donc sujet du moment. Pour information, nous allons enregistrer ce webinaire, donc il sera disponible sur YouTube pour les gens qui n'ont pas pu le rejoindre, si vous avez des collègues ou autres. Nous le rejouons de toute manière le 1er avril avec le même lien d'inscription. Nous allons faire ce webinaire à deux, donc avec Florian Beauvais qui m'assistera sur la première partie et qui nous fera la deuxième partie technique sur le boîtier. Donc au niveau de l'agenda, on va regarder dans un premier temps une présentation, alors j'allais dire générale, mais non, parce qu'on va quand même pas mal rentrer sur le sujet, mais sur les cryptolockers, sur ce que c'est qu'un cryptolocker, comment ça fonctionne, comment ça se propage. Et puis dans un deuxième temps, les parades qu'on peut mettre en place pour se protéger au maximum. Et c'est vraiment le but de ce webinaire, c'est vous montrer comment se protéger au maximum, sachant qu'il n'y a forcément pas de sécurité à 100%. On va regarder ce que ça implique. Dans un deuxième temps, Florian nous passera en fait sur la configuration du Firebox pour nous montrer où réaliser les changements qui vont vous permettre de vous protéger le plus. Je ne sais pas si tu es avec nous, Florian. Je suis là, bonjour à tous. Bonjour Florian. Vous êtes extrêmement nombreux, d'ailleurs ça a complètement saturé le webinaire pour le coup. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pendant la présentation. Par contre, pour tout ce qui est questions, on les prendra à la fin du webinaire, si vous voulez bien. Eh bien, on est parti. Première constatation, je pense que, je ne sais pas parmi vous qui s'est pris un cryptolocker, mais j'imagine que le pourcentage est conséquent. En général, quand on fait une présentation et qu'on pose la question, il y a toujours entre 30 et 50% de ceux qui sont là. Donc c'est vraiment aujourd'hui une vraie épidémie en France et puis dans plein d'autres pays. Il faut savoir que la France est le deuxième pays touché après l'Allemagne par Loki, qui est le cryptolocker du moment, mais qui n'est pas le seul. Il y en a d'autres passages. La constatation est relativement simple, hein, puisque le cryptolocker arrive sur un poste qui en général a un antivirus avec moteur à jour, base de signature à jour. Et malgré tout ça, le cryptolocker va passer, va fonctionner, quand en plus il n'en profite pas pour inhiber l'antivirus. Donc la question va se poser de savoir comment s'emparer. Puis ce qu'on voulait faire au début dans cette présentation, c'est comprendre pourquoi on est dans ce statut. Pourquoi est-ce que malgré un certain nombre de protections, ces cryptolockers arrivent à passer quand même. Donc on va tout simplement dans un premier temps comprendre ce que c'est, comment ça marche, comment ça se propage. Donc le cryptolocker, c'est le nom générique. C'est un malware de type ransomware, c'est-à-dire qu'il va contre le chiffrement de vos fichiers, il va ensuite vous demander une rançon à payer pour récupérer vos fichiers. Donc le cryptolocker, son premier fonctionnement quand il arrive sur le poste, ça va être de se mettre à chiffrer tous les fichiers. Alors tous non, selon les cryptolockers en fait, ça va chiffrer un certain type de fichiers. Mais plus ça va, plus on avance dans les technologies des cryptolockers et plus non seulement plus ils en chiffrent, mais en plus ils les chiffrent de plus en plus vite. Vous avez là le screenshot de Loki qui est le cryptolocker vraiment qui fait très très mal là en ce moment. Qui chiffre en 2048, donc c'est un petit peu costaud, et qui chiffre vraiment très vite, donc c'est extrêmement compliqué de réagir dans les temps. Les vecteurs d'infection sont principalement, il y en a principalement deux, mais vous allez voir qu'au sein de chacun, il y a différentes techniques. Le premier vecteur, c'est bien entendu les emails, que ce soit les emails qui passent par la messagerie professionnelle ou les emails qui passent par la messagerie perso. Et on va voir que justement, ça peut poser un sacré problème, cette partie messagerie perso. Dans le mail qui va arriver, faut bien comprendre, et ça, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté, que ça n'est pas le crypto lui-même. C'est en général le downloader du crypto. Donc vous allez recevoir un fichier avec, par exemple, une facture, un document Word. Dans le document Word, il va y avoir une macro. La macro va faire le téléchargement. Pareil,
pareil pour les emails dans lesquels il y a un zip. Souvent, il y a un JavaScript dedans, et c'est ce JavaScript qui va aller downloader le CryptoLocker. Un PDF avec un lien, etc., etc. Vous avez compris le principe. Le but du jeu, c'est de rentrer facilement avec un contenu qui est en fait dynamique, donc très compliqué à bloquer, pour ensuite aller chercher la vraie menace par un autre biais qui est souvent HTTP ou HTTPS, comme on va le voir. Deuxième vecteur, ça va être ce qu'on appelle du drive-by download. C'est tout simplement quand vous allez surfer sur une page web et que cette page web est infectée et va vous pousser le malware sans même le voir. Donc voilà les quelques types. Si on regarde les exemples, par exemple, de Loki en ce moment, ça c'est un des emails qui a propagé Loki. Vous avez dedans un point doc qui est une facture, et c'est là que c'est traître, hein, parce qu'aller demander à un comptable de ne pas ouvrir une facture, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais bon, c'est presque un réflexe naturel, c'est dans l'ADN, hein, on va dire. Et dans ce doc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fichier est illisible et demande d'activer la macro pour pouvoir le lire. Donc là, deux réactions forcément de l'utilisateur. Soit il a un doute, il ne le fait pas, soit comme beaucoup vont le faire, ils vont tout simplement activer la macro. Et dans la macro qui a été analysée pour Loki, vous avez tout simplement un lien HTTP ou HTTPS pour récupérer Loki, le vrai CryptoLocker, qui lui, dès qu'il est sur le poste, va se lancer et va démarrer le chiffrement directement. Hein, donc vous voyez vraiment le mécanisme, c'est vraiment une attaque en deux étapes, voire même en trois, parce que comme je vais vous l'expliquer, ces emails sont certains envoyés à un aveugle, mais pas tous. Et donc vous avez ces deux étapes. La première étape où on envoie un mail dans lequel il y a le downloader, et la deuxième étape pour aller récupérer le crypto en lui-même. Donc comme je disais, dans certains cas même, les hackers vont jusqu'à faire une pré-attaque pour avoir plus d'efficacité dans le taux d'ouverture des mails. La pré-attaque, elle peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être une attaque réseau classique qui va permettre de récupérer les fichiers de contact de l'entreprise et du coup, l'email, vous allez le recevoir de quelqu'un que vous connaissez. Et du coup, vous êtes beaucoup moins sur vos gardes et vous allez avoir beaucoup plus tendance à l'ouvrir. Et le deuxième chose, c'est tout simplement d'appeler. Moi, j'ai des clients qui s'est arrivé, qui ont été appelés au téléphone avec. Alors, bien entendu, c'est extrêmement bien fait. Hein, les hackers là-dessus sont très très forts dans tout ce qu'on appelle social engineering et vont récupérer des données qui vont permettre de rendre l'email encore plus crédible. Donc ça, c'est voilà, peut être une pré-attaque. Alors, le début de Loki s'est passé plutôt massivement, donc il n'y a pas eu de pré-attaque, mais là on le voit de plus en plus. Dans les variantes de Loki, il y a des choses qui sont envoyées en étant extrêmement ciblées par rapport à l'entreprise. Deuxième email qui est passé il n'y a pas très très longtemps, celui-là, c'est une fausse facture Free Mobile. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pour le coup très très adapté à la France. Et en plus de ça, bien souvent, si vous avez reçu ça, on a remarqué avec un certain nombre de partenaires et de clients que on recevait ça quand on était client Free Mobile souvent. Donc, je ne sais pas si le lien est avéré ou pas, mais en tout cas ceux dont j'en ai parlé, c'était le cas. Et donc vous recevez cette fausse facture avec le lien http mobile.free.fr. Pour la petite anecdote, j'ai reçu ce mail dans ma boîte aux lettres Yahoo, donc je l'ai vu. Il n'était pas catalogué comme spam, donc c'est-à-dire que le moteur anti-spam de Yahoo ne le voyait pas du tout comme du spam. Et je suis client free. Donc du coup, je peux vous assurer que même en étant expert sécurité, en faisant de la sécurité depuis 20 ans, l'envie de cliquer dessus était assez forte. En passant la souris sur le lien, on se rend compte que c'est en fait un HTTP 2 points avec une IP, il n'y a même pas de domaine, avec un exe après. Donc on se rend compte que voilà, on se serait fait avoir si on avait cliqué. Mais imaginez le nombre de personnes qui ne vont pas avoir le réflexe de passer la souris pour voir le lien et qui vont cliquer, qui vont se prendre le CryptoLocker. Alors certaines personnes me disent qu'ils l'ont reçu alors qu'ils ne sont pas clients free, donc il n'y a pas de lien. Ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu. On a vu avec le hacking de Sony et d'autres, ça n'aurait pas été impossible. Donc ça, c'était une première fausse facture Free Mobile pour propager le CryptoLocker. Et le deuxième,
c'est une variante, cette fois-ci avec un PDF attaché. PDF qui n'est pas un PDF. Alors oui, je sais, ça peut surprendre, mais en fait, il est nommé PDF et en fait, derrière, c'est un zip qui contient JavaScript. Donc, vous allez voir que ça a une importance parce que justement, quand Florian va nous montrer les différentes parties dans les proxys, on va pouvoir se parer contre ce genre de choses. Donc, vous voyez vraiment les astuces qui sont utilisées par les gens qui ont fait Loki et puis par les autres cryptolockers, mais c'est vrai que Loki est vraiment très très raffiné. Il touche énormément de pays et chacun des pays s'est ajusté, les emails sont traduits, c'est mis avec des opérateurs locaux, c'est mis avec des informations locales. Donc c'est vrai que ça devient très compliqué pour un utilisateur lambda de ne pas se faire avoir, tout simplement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Florian, là-dessus. Non, pas forcément. Merci. Pas de souci. On a bien entendu accès à certains des liens qui ont été utilisés par Loki, et notamment, vous allez voir après le document de Nancy. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. On vous fera passer la présentation. Attention, dans la présentation, vous voyez qu'il y a un underscore bad. Le underscore bad, il est mis pour éviter que ça soit transformé automatiquement en lien et que vous ne cliquiez dessus. Donc cette présentation, surtout, n'utilisez pas ces liens, n'allez pas dessus. Hein. C'est juste vraiment pour vous montrer. Vous montrer deux choses. Déjà, que là, c'est une petite partie des liens Loki, et il y en a des centaines et des centaines, et j'imagine qu'il y en a peut-être même des milliers. Donc vous voyez la puissance qu'il y a derrière par les gens qui ont fait Loki, les ressources qu'ils ont mis à disposition avec tous les sites. On me posait la question, je faisais une présentation sur le même sujet hier en me disant oui, mais bon, c'est pas des vrais IP. Et si, ce sont des vrais IP. Ce sont des vrais IP et c'est pas du spoofing IP, parce que ça serait du spoofing IP, on ne pourrait pas se connecter sur le site et l'attaque ne serait pas opérationnelle. Donc ce sont des vrais IP. Si vous voulez vous poser la question comment ça se fait qu'ils arrivent à acheter autant d'IP, quand vous avez un cryptolocker qui rapporte des centaines de millions, voire probablement plus pour Loki, acheter des IP, ça n'est clairement pas un souci du tout. L'autre point qui est intéressant par rapport à ces liens, c'est que vous voyez qu'il y a des liens en HTTP, mais vous voyez qu'il y a aussi des liens en HTTPS. Alors, j'ai pas été cliqué dessus pour voir si les certificats sont valables ou pas, mais dans certains cas, il y en a qui sont complètement valables. Donc là, on arrive vraiment dans des choses poussées, puisque ça veut dire que les gens qui ont fait le CryptoLocker ont des certificats signés par une autorité de certification qui sont valables. Bon, ça, pour ceux qui ont déjà acheté des certificats, vous avez dû voir hein, les évolutions dans le temps des certificats qui coûtaient très cher il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut avoir des certificats pour l'HTTPS qui ne coûtent rien, qui sont même gratuits sur certains sites. On se prend un peu de pub, on a quelques trucs à faire, mais globalement, on peut en avoir des gratuits. Et donc, faites très attention à ça, même en HTTPS, c'est propagé. La conséquence, ça va être extrêmement importante au niveau de justement d'un boîtier UTM, puisque ça veut clairement dire qu'on ne verra pas le flux HTTPS si on ne le déchiffre pas. Donc c'est un des sujets qu'on abordera dans la suite de la présentation, parce que c'est un des gros problèmes. Alors, est-ce qu'on peut déchiffrer lorsqu'on s'est fait chiffrer par un cryptolocker? Dans le cas d'un Loki avec une clé à 2048, si vous voulez déchiffrer, on n'a aujourd'hui pas la puissance de calcul pour le faire en brute force, c'est pas possible. Il faut normalement avoir la clé privée pour pouvoir déchiffrer. Et donc la seule possibilité, si on veut vraiment déchiffrer, et c'est pour ça qu'ils font ces ransomware, c'est de payer la rançon pour qu'ils vous donnent la clé pour pouvoir déchiffrer. C'est vraiment tout le principe qui est tellement bête et tellement simple sur le principe, mais tellement efficace. Voilà, on chiffre, on nous donne la clé privée, on permet le déchiffrement que si on paye, et du coup, effectivement, ce sont des gens qui font énormément d'argent là-dessus par ce biais. Je ne répondrai pas à la question est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il ne faut pas payer. Ça, c'est vraiment une question que seul vous pouvez y répondre. On me demande souvent est-ce qu'on récupère vraiment les fichiers quand on paye. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je connais certaines entreprises qui ont payé et qui ont récupéré leurs fichiers. Est-ce que ça veut dire qu'on les récupère dans tous les cas? Pas nécessairement.
Sur l'outil, il est très récent, c'est probablement le cas, mais sur des cryptolockers un peu plus anciens, si l'infrastructure est plus en place, il se peut qu'ils aient plus les moyens de vous donner les clés qui permettent de déchiffrer, et donc en plus ça peut être la double peine. C'est-à-dire qu'on peut payer et en plus ne pas récupérer les fichiers. Sans compter un certain nombre de cryptolockers qui, eux, demandent tout simplement une rançon, mais derrière n'ont pas mis en place l'infrastructure qui permet de déchiffrer, vos fichiers. Hein, donc faites très attention à ça. Pour les cryptolockers où ça fonctionne et on peut récupérer les fichiers, là après c'est à vous de prendre votre décision en fonction de la valeur de vos données. Je connais quelques entreprises qui ont été obligées de payer car elles n'avaient pas les backups associés et que si elles ne récupéraient pas ces données, elles mettaient tout simplement la clé sous la porte. Donc là, c'est vraiment un choix dans ce sens-là, une analyse du coût. La partie éthique, bien entendu, est importante. Moi, ça me frustre énormément de devoir payer des gens qui me demandent une rançon. Je comprends que dans certains cas, il puisse ne pas y avoir le choix pour une entreprise. Bon, voilà sur le sujet. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous avez le petit module de questions, si vous voulez faire des commentaires au fil de l'eau, on les lit. Si je peux y répondre, je le fais, mais sinon on prendra les questions à la fin. Juste quelque chose à rajouter de mon côté. Moi, j'étais hier en présentation avec différents partenaires et les clients de ces partenaires-là ont été infectés et notamment il y en a un qui a été infecté où il y a eu plus de 900 gigas chiffrés et en l'occurrence, ils ont dû payer. Et donc, ils ont dû payer parce qu'ils n'avaient pas de backup, donc ils ont payé derrière. Par contre, ils n'ont pas récupéré la totalité des fichiers. Et donc, ils en ont eu qui étaient corrompus, donc du coup, ils n'ont pas pu récupérer la totalité. Alors, sur 900 gigas, c'est pas énorme, ils ont peut-être perdu 300 ou 400 mégas de fichiers, mais bon, 300 ou 400 mégas de fichiers Word, Excel, PDF, ça commence à faire. Donc c'est sûr que sur la volumétrie de 900 gigas, c'est pas énorme, mais vous avez quand même une perte au final parce que sur la partie chiffrement, déchiffrement, on peut forcément avoir des soucis. Et en l'occurrence, là, on avait le cas de fichiers corrompus. Et pour information, ils ont demandé 5 bitcoins pour 900 gigas. Ça commence à faire. Sachant que le cours du bitcoin, on est entre 250 et 300 euros le cours du bitcoin. Donc ça fait pas loin ça fait entre 1300 et 1500 euros pour la partie déchiffrement. Sachant que voilà. Par contre, en France, on a eu écho de sociétés qui ont payé jusqu'à 15 000 euros déjà, qui avaient vraiment un volume de données gigantesque et ils n'avaient pas le choix parce que les backups étaient pas bien faits et donc ils n'ont pas eu le choix, ils ont payé jusqu'à 15 000 euros. Donc c'est vrai que c'est énorme. Donc voilà, alors, par contre derrière, c'est là qu'on voit que c'est une organisation qui est très bien organisée en l'occurrence, puisqu'ils ont un support. Vous pouvez les appeler pour ça si vous avez un souci par rapport à l'achat de Bitcoin ou autre, vous avez un vrai support. Donc vous avez une hotline, vous avez limite un SLA, vous avez un contact téléphonique ou autre. Donc c'est vraiment une vraie organisation derrière. Donc c'est pas, on n'a pas à faire des amateurs sur cette partie-là. Oui, non, c'est clair que c'est complètement professionnalisé. Là, on n'est pas avec un hacker tout seul dans son garage. C'est vraiment une organisation mondiale, puisque ils ont des antennes dans tous les pays qu'ils ont ciblés. Voilà. On me dit dans les commentaires de webinaire que certains ont payé et ont tout récupéré. Donc c'est vraiment selon, j'imagine peut-être selon la manière dont le chiffrement a été fait, peut-être l'état de la machine s'il y a quelques fichiers qui ont été corrompus. Mais bon, après, on n'est pas à vous recommander de payer, bien entendu. Là, c'est une fois de plus, c'est votre choix. Le FBI aux États-Unis recommande de payer quand vous n'avez pas le choix. Nous, c'est pas quelque chose qu'on fera. C'est votre choix, c'est pas notre politique. Alors j'aime beaucoup. Alors je ne peux m'empêcher de répondre à une des questions qui passe là en ce moment. Que fait la police? La police, ou plus exactement la gendarmerie, la cyber, est débordée, complètement débordée. Ils travaillent dessus, et conjointement aussi avec les équipes de l'ANSSI. C'est pour ça qu'il y a ce document qu'on va vous montrer aussi de l'ANSSI. Mais très clairement, le niveau de technicité d'un LOKI et d'anonymisation de toute la partie paiement, de toute la partie serveur de commande et contrôle, fait que c'est extrêmement compliqué à mettre la main dessus. Est-ce qu'on les aura, est-ce qu'on les aura pas, ça je ne sais pas dire. Mais la police, ou plus exactement la gendarmerie, y travaille, mais alors est complètement saturé par le fait. Et le FBI, bien entendu, s'y travaille. Moi, j'avais discuté avec un gendarme de la cyber et ils sont en collaboration avec leurs collègues américains, puisqu'ils ont souvent un peu plus
un peu plus de pouvoir, notamment par rapport à des pays étrangers aux États-Unis, et donc qui collaborent là-dessus pour essayer de faire tomber les réseaux. Mais c'est des choses qui prennent du temps, et en général, le temps que ça tombe, il y a des centaines de millions qui sont engrangés par ces gens-là. Alors, on me demande s'il n'y a aucun outil pour reconstituer la clé privée. Il y en a. Alors, deux choses à faire très attention. Il y a eu dans le passé certains cryptolockers qui étaient suffisamment mal faits pour qu'avec les données qui sont sur les disques, on arrive à reconstituer la clé et à déchiffrer. C'est arrivé sur quelques cryptolockers. Maintenant, c'est assez rare. La plupart du temps, quand c'est bien fait, quand les hackers maîtrisent bien les algorithmes de crypto, il n'y a aucun moyen de récupérer la clé privée. Donc vous allez trouver sur le net certains outils pour certains cryptos qui sont justes. Par contre, c'est aussi une autre technique de hacking qui a été utilisée. Et donc là, c'est le deuxième effet par-dessus tout ça, c'est que il y a des hackers qui ont mis en place des sites qui n'ont rien à voir avec le CryptoLocker, qui vont vous vendre soi-disant un outil de déchiffrement que vous allez payer et qui vous déchiffrera jamais rien. Donc faites super attention, parce que là pour le coup, c'est vraiment la double peine, hein. Alors, la question aussi qu'on a eu très souvent, hein, c'est pourquoi pas des blacklists des IP. Vous avez vu les quelques liens, hein, que je vous ai montrés, là c'était une petite partie. Mettez-la si vous voulez en blacklist. Pour nous, notre position, on est complètement d'accord, en phase avec Florian, c'est que c'est peine perdue de les rajouter à la main. Parce que le temps que vous les rajoutiez, le lendemain, ils en ont déjà de toute manière plein d'autres. Donc, c'est un peu le mythe de Sisyphe, hein, si vous voulez, vous allez les mettre, mais le lendemain, il y en aura plein d'autres, et ainsi de suite. Donc ça, je dirais, c'est notre métier. On a une autorité de réputation, on a des techniques, on va vous les expliquer après. Si vous voulez en rajouter, allez-y, mais on est relativement persuadé que c'est du temps perdu de votre part de le faire. Nous, on a des méthodes qui vont le faire, l'autorité de réputation notamment avec le service RAID, mais si vous prenez juste par exemple la liste qui a été publiée par l'ANSSI, elle est aujourd'hui incomplète, il y a plein d'autres IP, plein d'autres domaines qui propagent l'OKI. Sans parler du côté dynamique. C'est une barrière de plus, ou si vous voulez, allez-y, mais je ne pense pas que ça soit la plus costaud, puisque de toute manière, nous on le fait sur nos boîtiers. On va vous le montrer, hein, dans la deuxième partie, de toute manière, quel est le service qui s'occupe de ça. Donc vous avez un bulletin d'alerte détaillé sur l'OKI fait par l'ANSSI, que vous pouvez récupérer sur le lien qui est indiqué, et qui explique effectivement comment fonctionne l'OKI, les quelques liens, et puis quelques conseils en plus. Donc n'hésitez pas à les appliquer, en plus des conseils qu'on va vous donner nous sur le boîtier, bien entendu. Sur ce document-là, tu voulais rajouter quelque chose, Florian? Non, pas forcément sur cette partie-là, mais oui, en effet, je vais juste reprendre ce que tu disais sur la partie réputation avec les URL. C'est peut-être bien de dire que l'ANSSI a un petit peu modifié son document, parce qu'il y a une première version de document qui avait été modifiée, où il ne spécifiait pas forcément de bloquer les IP. Ça a un petit peu changé, maintenant ils disent de bloquer les IP. Maintenant, comme tu disais, nous on est vraiment en phase là-dessus, à dire que on a un outil qui s'appelle l'autorité de réputation, et par conséquent, le blocage des IP va se faire de façon automatique dès lors que l'IP a une mauvaise réputation, donc pas forcément besoin de maintenir quotidiennement à jour une blacklist dans laquelle vous devriez déjà récupérer les IP, avoir une source entre guillemets fiable par rapport aux IP qui sont utilisés par Loki, et en plus derrière le maintenir à jour. Donc ça fait voilà, c'est assez contraignant en termes de fonctionnalité et de paramétrage. Donc voilà, on préfère s'appuyer nous sur la partie RAID plutôt que de renseigner manuellement ces IP. Merci. Donc ensuite, bien entendu, se pose la grosse question, mais pourquoi les antivirus ne font rien? Donc plus exactement, le font, mais trop tard, hein. Très régulièrement, nous prenons les cryptolockers qui sont tout neufs, qui viennent de sortir, et on utilise un site qui s'appelle Virus Total, que vous connaissez peut-être, qui est une propriété de Google, et qui référence 54 moteurs antivirus les plus connus, les plus diffusés du marché, avec le moteur à jour et la base de signature à jour. Quand vous allez sur ce site, vous pouvez uploader un fichier et voir quels sont les éditeurs antivirus qui le connaissent comme étant malsain, avec le nom du virus, le nom du malware qui va avec. Et très clairement, les
premiers jours d'épidémie, quand on prend ce fichier et qu'on le met sur Virus Total, il y a très très peu d'antivirus qui le connaissent. La raison, elle est double. La première raison, c'est les mécanismes qu'utilisent les hackers. Il faut bien comprendre que la sécurité, c'est le jeu du chat et de la souris depuis maintenant 20 ans. Que les techniques étaient relativement simples au début et qu'au fur et à mesure, elles se compliquent. Les hackers ont bien compris comment les éditeurs antivirus qui utilisent des technologies uniquement de base de signature fonctionnent et savent pertinemment que ça va être beaucoup plus compliqué pour un éditeur antivirus de bâtir une signature en envoyant moins de mails mais plus dans le temps, en ciblant plus, en faisant plus de variantes des emails qui vont propager en fait les malwares. Et en plus de ça, comme vous avez pu le voir, ce qu'ils vont propager dans les emails initiaux, ce sont uniquement des téléchargeurs, des downloaders qui sont dynamiques. Donc on ne va pas faire une signature sur chacun des downloaders parce que le downloader il est quasiment réécrit à chaque email envoyé. Donc même si on en faisait une signature, ça ne sert à rien parce que de toute manière il ne sera pas réutilisé. Le malware, lui, en question, ils en font différentes variantes au fil du temps. C'est-à-dire qu'ils vont commencer sur les 2-3 jours du début à faire une première variante. Certains éditeurs vont commencer à avoir bien entendu la signature, sauf qu'ils vont passer à ce moment-là sur une nouvelle variante. Et du coup, ça devient, c'est extrêmement compliqué pour les éditeurs antivirus de se tenir à jour rapidement là-dessus. Contrairement à il y a quelques années où effectivement quand un virus est envoyé, il était envoyé directement dans le mail à tout le monde. Donc dès qu'un éditeur l'avait dans un de ses pots de miel, il pouvait effectivement s'emparer et du coup on avait des temps de réaction entre 1 heure et 8 heures. Aujourd'hui on peut avoir des temps de réaction de 2 jours, 3 jours, voire même plusieurs semaines sur ce type de menace. Donc c'est vrai que les hackers ont trouvé cette parade. L'autre chose qu'on a fait en collaboration avec notre partenaire Lifeline qui nous fait le service d'APT Blocker dont on va parler après, c'est qu'ils ont fait des tests sur un mois entre ce qu'eux détectent dans leur sandbox au jour 0 day et ce que les antivirus détectent de ce malware-là et quand est-ce qu'ils le détectent. Le taux de détection sur le premier mois, il est entre 60 et 65%, quels que soient les éditeurs antivirus. Donc vous voyez qu'on peut plus ne s'appuyer qu'uniquement sur la base de signature des antivirus. Il faut bien entendu le mettre, c'est une protection supplémentaire, c'est toujours ça de plus, mais il faut d'autres mécanismes, d'autres technologies, et c'est justement le but de la présentation aujourd'hui. L'autre chose que j'ai déjà précisé, c'est que bien entendu, les malwares changent régulièrement pour échapper aux signatures dès qu'ils voient qu'ils sont. Alors c'est aussi l'avantage et l'inconvénient d'un virus total, c'est qu'autant vous pouvez aller vérifier sur virus total si votre moteur le connaît, autant un hacker peut le faire aussi. C'est-à-dire qu'il peut suivre en live si sa variante commence à être très détectée par les éditeurs antivirus ou pas. Et quand c'est le cas, devinez ce qu'il fait, eh bien on en fait une autre variante, tout simplement. Donc c'est aussi c'est toujours le problème quand on fait des outils qui sont censés aider, c'est qu'ils aident, ils aident les deux côtés, on va dire les gentils et les méchants, forcément. Et donc par rapport à tout ça, on va essayer de mettre en place les modules qui vont bien pour se parer. Et là-dessus, on veut être très très clair. Si vous êtes client WatchGuard, vous devez tous connaître probablement le module APT Blocker. Notre position technique, puisqu'il s'agit bien ici d'un webinaire technique, on n'est pas en train d'essayer de vous faire du marketing, c'est que c'est l'ensemble des couches du boîtier qui vont aider à se protéger contre les cryptolockers. L'APT Blocker étant une super technologie qui vient en plus, qui va aider, qu'on va vous décrire, mais la protection contre les cryptolockers, c'est tout le boîtier UTM qui doit y participer, c'est toute la politique de sécurité qui doit être mise en conformité pour se protéger au maximum, et c'est le sens de ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, au-delà de vous faire comprendre effectivement les mécanismes du cryptolocker. Donc sur un boîtier WatchGuard, vous avez toute la couche firewall de base avec le Default Threat Protection qui va bien entendu aider à éviter qu'il y ait des attaques de reconnaissance
initiale par les hackers. Vous avez les proxys qui vont aider. Florian montrera tout à l'heure tout ce qu'on peut configurer dedans. Mais on va pouvoir bloquer du contenu, bloquer un exécutable par exemple dans un download web, ce genre de choses. Le contrôle d'application qui va bloquer un certain nombre d'applications malsaines qu'on va regarder également. L'IPS qui va bloquer les attaques, qui évite les premières attaques de reconnaissance. On va regarder tout ça dans le détail. Là, je vous la fais en synthétique résumé. Le web blocker, mais qui est extrêmement important puisqu'il va bloquer tout un tas de sites qui sont connus comme malsains, en même temps que l'autorité de réputation web. Donc les deux ont deux fonctionnements différents, ils viennent de se compléter, mais c'est le même but, hein, c'est de bloquer ces web infectés. Le spam blocker qui, même si effectivement il ne va pas forcément bloquer tous les mails de propagation des cryptos, parce que quand ils sont envoyés en peu d'exemplaires, ils ne vont pas être considérés comme du spam, mais c'est toujours ça de prix, tout ce qui aura été mis dans le spam, c'est toujours ça de moins en menace. L'antivirus, comme on a dit, même s'il n'est pas suffisant, rajoute quand même un taux de détection, donc il faut le mettre, c'est obligatoire, ne serait-ce aussi que pour des raisons de performance par rapport ensuite à l'APT blocker. Et l'APT blocker vient se rajouter par-dessus tout ça pour monter encore d'un cran le niveau de protection. Et vous voyez que c'est vraiment un ensemble. On ne peut pas considérer une techno à part des autres. C'est un ensemble entre les différentes technologies et la politique de sécurité qui doit aller avec. Donc on va regarder certains de ces services-là, pas forcément de manière exhaustive parce que ensuite Florian ira dans la config et vous montrera, mais pour bien vous faire comprendre tout ce que les couches du boîtier peuvent faire. Premier exemple, c'est donc le proxy SMTP, puisque c'est par lui qui va passer les emails qui contiennent les downloaders. Sur ce proxy SMTP, on va potentiellement ajouter l'anti-spam. L'anti-spam va pouvoir supprimer un ensemble de mails qu'il va considérer comme spam. Certains vont passer parce qu'ils seront suffisamment ciblés et en peu d'exemplaires pour qu'ils ne soient pas considérés comme du spam. Mais c'est toujours ça de prix, comme on va dire. Par contre, le proxy SMTP, lui, va être capable de supprimer les JavaScript dans les zip. Donc Florian vous montrera comment on fait ça. Ça, c'est une technologie qu'on a depuis la version 11.10.4 et qui permet donc de bloquer tout simplement un des vecteurs de téléchargement de Loki. Donc vous voyez que c'est hyper important avec le proxy, donc une technologie qui est pas sous licence, qu'on a depuis des années, qui va être capable de limiter énormément une partie de l'infection d'un Loki. Je vous ai montré un des types d'infection de Loki aussi, qui était un PDF qui n'était pas un PDF, mais autre chose. Le proxy SMTP est capable de détecter automatiquement quel est le type réel du fichier et de le supprimer si ça ne correspond pas à ce qui a été dit. Alors bien entendu, ça n'est valable ça que si vous avez une messagerie chez vous. On parlera de la problématique, par exemple Office 365, un peu plus tard dans les transparents. L'IPS, très très important puisqu'il va empêcher. On verra les différents proxys pour la partie messagerie. On a aussi le proxy POP3 sur lequel on va être capable de faire un certain nombre de choses. Et également d'ailleurs d'y rajouter l'APT blocker puisque c'est quelque chose qu'on a rajouté récemment, l'APT blocker sur le POP3 dans la dernière version. L'IPS va bloquer un certain nombre d'attaques. Alors autant c'est pas le cas pour le Loki qui n'utilise pas d'attaque réseau, même si des attaques réseau ont pu être utilisées pour la phase de reconnaissance par des hackers pour avoir des informations pour rentrer sur le réseau, par exemple pour voler un carnet d'adresses. Le CryptoLocker Loki en tant que tel n'utilise pas d'exploit. Par contre, je vous ai mis un exemple qui est CryptoDéfense, qui lui utilisait un exploit Java. C'est-à-dire que si vous aviez Java sur la machine, le simple fait d'avoir Java là sur la machine, CryptoDéfense utilisait cet exploit-là pour déclencher l'attaque avec le chiffrement des données. Le WebBlocker, très très important. Dans WebBlocker, vous avez 130 catégories. Bien entendu, dans ces 130 catégories, vous avez des catégories qui sont des catégories qu'on va appeler de productivité, pour empêcher vos utilisateurs d'aller sur des sites où vous ne voulez pas qu'ils aillent. Mais sur ces 130 catégories, vous avez 20 catégories qui sont des catégories de sécurité pure. Sur les sites web malicieux, sur les réseaux de botnet, sur justement les IP de commande en contrôle ou sur les IP de diffusion. Ça, c'est des choses qui sont mises à jour dynamiquement puisque on va aller chez WebSense, c'est WebSense que nous utilisons en base pour le filtrage d'URL, pour valider justement l'URL ou l'IP sur lequel on veut aller en web. Et là, c'est d'ailleurs aussi la force
de WatchGuard d'utiliser des éditeurs comme WebSense qui sont très très forts en filtrage d'URL plutôt que d'essayer de faire nos technos chez nous avec nos développeurs. On utilise vraiment sur un certain nombre de technologies des éditeurs partenaires qui sont très très bons dans leur domaine et du coup ça nous fait un ensemble homogène avec la philosophie de configuration du boîtier et des moteurs et des bases qui sont extrêmement efficaces. Le contrôle d'application qui va bloquer notamment un certain nombre d'applications comme Tor, puisque vous savez que Tor c'est l'accès au réseau anonyme dont on a besoin pour aller payer, c'est une chose, mais dont il se sert aussi pour fonctionner. Pas seulement, ça va bloquer du BitTorrent, hein, ça va éviter qu'il y ait des malwares qui passent par du peer-to-peer, ou bien même l'application de CryptoAdmin, qui est une des applications qui sert au CryptoLocker pour être managée. Hop. L'autorité de réputation dont on parlait, donc qui est un mécanisme extrêmement important, puisque c'est un mécanisme qui va bloquer tout un ensemble d'IP et de domaines qui ont été infectés récemment. Donc dans un contexte CryptoLocker, c'est vraiment essentiel, puisque dans les IP que vous avez vues, que j'ai mises, certaines sont des sites qui ont été montés par les organisateurs de Loki, bien entendu, mais il y en a d'autres qui sont tout simplement des domaines qui ont été hackés et qui ont été infectés et sur lesquels le loquier était mis, ce qui est encore plus dangereux, parce qu'on a l'impression que le domaine est propre, alors qu'en fait, il a été infecté récemment. Donc vraiment très très important de mettre cette autorité de réputation. Je te propose, Florian, c'est que tu leur expliques quand tu montreras la config, que tu leur expliques ça marche dans le détail tout à l'heure. Comme ça, on avance un peu sur la présentation. Et puis, j'aimerais garder suffisamment de temps pour la partie config et interface. Je pense qu'on a beaucoup de gens qui sont venus aussi pour ça. Le petit dernier de nos services de sécurité, petit mais costaud et extrêmement important, qui est l'APT Blocker, qui va lui venir compléter le mécanisme de signature antivirus par un autre mécanisme qui est un mécanisme de sandbox. Donc là, pour ce mécanisme, on a choisi de travailler avec Lastline, qui est très clairement un des meilleurs éditeurs dans le domaine de sandbox, avec un historique très fort. C'est des gens qui avaient 10 ans d'avance d'un point de vue technologique, puisqu'ils ont créé il y a très longtemps Anubis, qui était déjà un système d'analyse par sandbox et qui existe depuis longtemps. Donc ils ont créé la société Lastline, on travaille avec eux, et ils ont un mécanisme qui est capable donc d'analyser un fichier dans une sandbox. Une sandbox, c'est quoi? C'est une machine virtuelle sur laquelle on va tout simplement tourner le fichier. Donc il y a différents OS pour ces sandbox. On prend le fichier, on le tourne et on regarde ce qu'il fait, tout simplement. Donc un environnement virtuel, hein, sur le principe c'est assez simple. Bon, après c'est un peu plus compliqué dans la réalisation, mais sur le principe c'est simple. Et Lastline nous fournit un service de cloud sandboxing, donc pour permettre d'analyser les fichiers qui arrivent sur les boîtiers WatchGuard. L'autre technologie qu'il faut ajouter à ça est liée au fait que, une fois de plus, hein, la sécurité, c'est le jeu du chat et de la souris. Donc quand il y a une technologie de sandbox qui arrive, il y a forcément à un moment donné une technologie anti-sandbox qui va être créée par les hackers. Et vous voyez là un petit logiciel dans lequel il y a juste une petite case à cocher pour morpher son malware et le rendre invisible des sandbox. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un petit moment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi Lastline, puisque Lastline a une technologie d'émulation de code qui fait qu'ils sont capables de voir le code assembleur d'un programme et de savoir si le programme tente de s'évader de la sandbox. Alors, s'évader de la sandbox, ça veut dire quoi? C'est tout simplement que le programme va essayer de détecter s'il est dans une sandbox. Et s'il est dans une sandbox, il va s'endormir et ne rien faire, en attendant d'être lâché et d'être mis sur sa cible. Donc le fait de voir le code du fichier fait que, de l'exécutable ou du programme, fait qu'au final, on s'aperçoit que le fichier tente de détecter qu'il est dans la sandbox. Et en général, ça c'est pas très très bon. Un programme qui tente de voir s'il est dans une sandbox, c'est quasiment à 100% sûr que ça soit un malware. Donc ça c'est vraiment la technologie particulière de Lastline qui le rend si efficace. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est vous expliquer dans le détail l'APT Blocker.
parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises sur l'appli des bloqueurs. Alors peut-être qu'on l'a mal expliqué, je sais pas. Je pense pas, parce que c'est un moment quand même qu'on essaye qu'on fait des webinaires et qu'on explique comment ça fonctionne. Mais bon, j'ai remarqué que certaines personnes n'avaient pas bien compris le fonctionnement de l'APT bloqueur, donc on va prendre un petit peu de temps pour le réexpliquer. Vous avez deux étapes principales dans l'APT bloqueur, et pour ceux qui ont un produit WatchGuard et qui ont WatchGuard Dimension, ça va vous permettre de comprendre pourquoi typiquement il y a deux rapports APT dans Dimension. Donc première étape, on reçoit le fichier en FTP, en SMTP, en HTTP, voire en HTTPS, mais qui dit HTTPS dit qu'on aura fait de l'inspection, on va en parler après. Ce fichier-là, tout simplement, on en fait un hash. Ce hash, il est comparé à la base locale du boîtier des analyses qui ont été faites précédemment. Si on connaît déjà ce fichier, qu'on a déjà vu ce hash et qu'il est malsain, bien entendu, on va supprimer la menace. Si on ne le connaît pas, on va envoyer ce hash chez Lastline, qui, eux, reçoivent une quantité phénoménale de fichiers analysés. Et donc, s'ils ont déjà vu ce hash de fichiers et qu'ils l'ont déjà traité, eh bien, ils vont nous donner l'information, ils vont donner l'information au boîtier. Et le boîtier va pouvoir, bien entendu, dropper le fichier. Donc, à ce stade, si le fichier est connu, il est bien sûr supprimé. On a ça dans les logs et on a ça dans WatchGuard Dimension. On va retrouver ça dans le tableau de bord de sécurité et dans les rapports APT qui sont les rapports Advanced Malware qu'on va voir. Donc dans le tableau de bord de sécurité, ça arrive en premier, en haut, sont les top Advanced Malware. Et là, ça, vous pouvez être sûr que ça a été bloqué. Au niveau du rapport, c'est le rapport qui s'appelle Advanced Malware et vous pouvez être sûr que ça a été bloqué. Vous avez même en plus le petit bouton de détail qui vous permet de voir le comportement du malware en question. Étape suivante, et c'est celle-là qu'il faut bien comprendre et qui est en général mal comprise. Si le hash n'est pas connu, ça veut dire que ce fichier en question n'a jamais été vu dans le monde et remonté à Lastline. C'est la première fois qu'on le voit. Ce fichier-là, il est envoyé chez Lastline. Le fichier, plus le hash. Et c'est là que la sandbox va faire son boulot pour l'analyse. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est important, c'est que pendant ce temps-là, pendant l'analyse, le boîtier n'ayant pas une capacité de stockage de plusieurs terras, ce qu'il faudrait pour certains clients, on ne peut pas se permettre de bufferiser le fichier, donc le fichier va passer. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Lastline va faire son analyse dans le cloud et va envoyer les résultats d'analyse au boîtier. C'est pour ça que dans les statistiques de l'APT bloqueur, vous voyez les objets qui ont été bloqués et vous voyez les objets qui ont été notifiés. Donc le boîtier va être notifié, il va mettre ça dans les logs, on va l'avoir dans les rapports pour justement savoir qu'il y a une menace 0D qui est rentrée. Ça, c'est le premier qui est vu dans le monde. Je me permets une expression, c'est celui qui n'a pas de chance. Bien entendu, tous les autres qui vont se prendre la même menace un peu après, vu que l'analyse aura été faite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse chez Lastline, en moyenne, c'est autour de 5 minutes. Hein, ça peut prendre moins, ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre un peu plus pour des plus gros fichiers, mais c'est en moyenne autour de 5 minutes, donc ça va très vite. Tous les autres, eux, ça passera en Advanced Malware et ils seront protégés. C'est un peu, j'aime bien prendre l'analogie d'un système Coyote. Le premier qui voit les gendarmes, bah, il se fait avoir. Et ceux qui passent après, bah, ils sont tranquilles, ils peuvent se mettre à la bonne vitesse et tout va bien. Donc c'est vraiment un fonctionnement communautaire par rapport à l'APT bloqueur. Donc au niveau des rapports, vous allez avoir cette fois-ci le tableau de bord exécutif, donc le tableau de bord des flux qui sont passés, en haut à gauche en rouge, les malwares qui sont passés. Et bien entendu, on vous recommande, on le montrera dans la démo qui suit, on verra la notification à activer, hein, bien entendu. Alors on me pose une question qui est la notion de serveur local APT, on pourra le voir dans la configuration, mais globalement c'est si on veut acheter le produit Lastline en direct, nous WatchGuard on sait s'interfacer directement avec la sandbox de Lastline si on la met en local sur le réseau. Donc vous avez donc dans le dashboard exécutive les malwares 0D. Normalement il ne va pas y en avoir de trop, puisque c'est quand même le système de sacrifice du premier qui se fait avoir dans le monde. Et puis vous avez ensuite le rapport 0D
différents. Et donc vous voyez pourquoi il y a ces deux types de rapports, l'advanced malware et le zero day malware. Si vous cliquez sur le niveau de détail, vous voyez toutes les actions que le fichier a tenté de faire. Je sais pas si tu as rajouté quelque chose là-dessus, Florian. Non, juste que ça va bientôt être à moi. Ok, ok. En gros, je me presse, c'est ça. Lastline a été testé par les NSS Labs, qui sont en haut à droite hein, du rapport des NSS, donc ils sont très très bien placés. C'est vraiment un éditeur très très efficace. Déchiffrement HTTPS, on vous a montré que dans certains des liens Loki, le fichier était récupéré en HTTPS. Bien évidemment, tant qu'on ne fait pas de déchiffrement, on est aveugle sur les flux. Pour rappel, les flux SSL ont doublé l'année dernière et puis ça va aller de manière exponentielle cette année. De nombreuses applications utilisent le SSL par défaut. Et alors faites très attention, et c'est là-dessus qu'on va insister pendant la configuration. L'inspection est très coûteuse en processing, donc on fera attention au dimensionnement du boîtier et on fera attention sur quoi on active l'inspection HTTPS. On n'activera pas l'inspection HTTPS, surtout de manière aveugle. Donc le trafic SSL a bien entendu besoin d'être maintenant inspecté, donc pour les cryptolockers, mais pas que, hein, pour n'importe quel type de malware avancé, également pour les communications command and control et éventuellement même pour de la prévention de fuite de données. Ce qui me fait passer à la problématique Office 365 et qu'on est en train de me poser juste au même moment. Office 365, chance ou pas chance, j'en parlerai pas trop, mais il se trouve qu'Office 365 est maintenant en HTTPS complet, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ce qui veut dire qu'on peut déchiffrer le flux d'Office 365 pour le checker au niveau antiviral, au niveau APT bloqueur. Donc ça peut être pour les clients Office 365 quelque chose d'important d'aller le scanner. Faites très attention par contre en termes de performance. Si vous avez beaucoup de flux Office 365, ça peut mettre le boîtier vite à terre. Donc vérifiez quelles ressources vous avez CPU disponibles et puis allez-y mollo dans l'activation. Si vous avez des doutes, posez-nous la question. On a un partenaire pour information qui l'a mis en place où il a créé juste une règle de déchiffrement HTTPS vers les domaines Office 365. Les différents domaines qui étaient requêtés au travers des connexions Office 365 lui ont été fournis par Microsoft. Mais par conséquent, il a simplement, j'ai envie de dire, créé une règle HTTPS sur lequel il a activé le déchiffrement et sur lequel, bien évidemment, il a appliqué tout ce qui était blocage de contenu JavaScript, réputation et la partie APT bloqueur et la partie antivirus. Donc on aura l'occasion d'en revenir dessus, mais voilà, c'est tout à fait faisable de sécuriser les accès vers Office 365. On me demande si on a constaté beaucoup de Loki via Office 365. Il y en a quelques-uns qui nous ont été remontés. La notion de beaucoup, c'est toujours compliqué à dire dans ce genre de cas, parce qu'il y a plein de gens qui préfèrent pas dire qu'ils ont été infectés. Mais il y en a eu, oui. Ils nettoient bien entendu une bonne partie chez Office 365, mais il y en a quand même qui passent. La visibilité, donc c'est quelque chose de super important pour les clients WatchGuard qui n'ont pas encore WatchGuard Dimension. C'est vraiment c'est hyper important. Pour deux raisons. Déjà, c'est pour s'assurer que votre sécurité est correcte. Et la deuxième raison, c'est surtout pour rétroagir sur votre sécurité pour la rendre meilleure. Hein, c'est à ça que ça sert, WatchGuard Dimension, c'est de vous donner une super visibilité, voir où sont passés un certain nombre d'attaques chez vous. Ça se voit assez simplement, il n'y a même pas besoin d'être extrêmement technique là-dessus. Mais derrière, ça vous permet d'avoir soit vous les données, soit votre partenaire pour le faire pour vous, pour réagir sur la politique de sécurité et l'améliorer encore un cran en plus. Et au bout d'un certain nombre d'itérations, eh bien, vous allez avoir un niveau de protection qui est meilleur. Donc toutes les protections des boîtiers WatchGuard servent aux différentes étapes d'attaque des hackers. La partie reconnaissance au niveau attaque, donc le default threat protection, tout ce qui est proxy va aider là-dessus. La livraison de l'attaque, il y a énormément de services qui vont servir à le bloquer, hein, le filtrage web, contrôle d'application, l'IPS. Et donc chacun des services, en fait, bon, je ne vais pas détailler toutes les étapes du hacking, mais il faut savoir c'est que chacun de ces services peut être utile dans chacune des étapes d'attaque du hacking. Et plus on le bloque tôt sur les étapes du hacking, et plus on va être protégé.
Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand vous voyez, par exemple, qu'un virus a été bloqué dans Dimension, regardez toujours par quel flux ce virus s'est passé et s'il n'y a pas moyen de rajouter des sécurités sur des étapes d'avant. Par exemple, peut-être que vous n'avez pas activé les catégories de sécurité sur WebBlocker qui aurait fait que le site sur lequel le virus a été détecté aurait peut-être été bloqué. Et là, vous aurez encore un meilleur niveau de sécurité. Alors, certaines personnes du webinaire me confirment qu'il y a bien du Loki qui passe par Office 365. Et donc c'est là que vous devez avoir compris, j'espère, avec ces explications, que un boîtier qui est architecturé en UTM pour tourner tous les services et scanner les différents flux avec toutes ces méthodes de sécurité, ce sont des boîtiers qui sont plutôt en bonne position pour bien monter le taux de protection. Mais, bien entendu, et ça je tiens à le répéter, le répéter, il n'y a pas de sécurité à 100%, ne serait-ce que intrinsèquement dans chacun des mécanismes, il n'y a pas de sécurité à 100%. Rajoutez à ça le fait que votre politique de sécurité n'est pas forcément optimum, il n'y aura pas de 100%. Ce qu'on va chercher à faire, c'est ajouter des couches, empiler des couches, les configurer comme il faut et monter le taux de protection. J'aime bien, moi, ma petite analogie avec le froid. Quand vous êtes dehors et que vous avez froid, vous ne mettez pas juste un bonnet, vous ne mettez pas juste une technologie, vous rajoutez des moufles, vous rajoutez un gros manteau, une écharpe et tout ce qui va bien, et au bout d'un moment, vous avez moins froid. La sécurité, c'est ça aussi. C'est empiler les couches, les faire discuter entre elles pour qu'elles soient plus efficaces et les configurer comme il faut. Donc l'APT bloqueur augmente largement ce taux de protection, il aide énormément, mais ne vous reposez pas que sur l'APT bloqueur, tout le reste doit aller de pair avec l'APT bloqueur. Il faut vraiment penser sa sécurité comme un tout. Si vous protégez 2-3 flux et que derrière vous avez un webmail en HTTPS qui peut passer avec un utilisateur qui va récupérer un crypto, vous aurez fait tout ça pour rien. 90% des attaques qui sont en entreprise sont possibles parce qu'il y a des portes ouvertes qui ont été laissées. C'est un défaut de configuration et non pas un défaut du produit. Donc pensez bien à peaufiner votre politique de sécurité. Si vous êtes client WatchGuard, n'hésitez pas à demander à vos prestataires de faire un audit de votre politique de sécurité pour l'améliorer. Ils sont là pour ça. Ils ont toutes les informations qui vont bien pour vous aider, pour vous accompagner à améliorer vos règles et rendre tout ça beaucoup plus efficace. Donc filtrage d'URL, contrôle d'application, gateway antivirus, mettez tout ça en place, le sandboxing, dimension, c'est crucial de le mettre pour ne pas être aveugle, sinon vous allez prendre un crypto, vous ne saurez pas par où il est passé, vous en prendrez forcément un deuxième. C'est juste logique. Bien entendu, essayez d'avoir un usage raisonnable de vos utilisateurs par rapport à l'Internet. Quelqu'un qui va faire plein de BitTorrent et récupérer des vidéos illégales avec en plus de ça des malwares qui sont sans doute récupérés par là, ça va forcément vous affaiblir le niveau de sécurité. La formation aux utilisateurs, oui, il faut leur dire de ne pas cliquer n'importe où, c'est sûr, mais faites attention. Un utilisateur averti en vaut deux, c'est pas toujours vrai. On a eu le cas d'utilisateurs avertis qui ont forwardé les emails à d'autres personnes parce qu'ils les trouvaient suspects alors qu'il y avait des cryptolockers dedans. Imaginez bien que voilà, des fois, il ne faut pas non plus donner une fausse maîtrise à l'utilisateur. Un utilisateur qui pense maîtriser sa sécurité va devenir curieux, il va faire des choses qu'il ne ferait pas. Donc il faut trouver le bon dosage dans ce qu'il faut leur dire, ce qui dépend de la personne à qui vous parlez. Donc c'est très très compliqué de faire en fait cet exercice-là. Mais voilà, dites-en un peu, mais pas trop. Pour le résumer. Et bien entendu, vos sauvegardes. Je pense que les éditeurs de sauvegarde en ce moment doivent se régaler parce que effectivement, tous ceux qui n'ont pas de sauvegarde correcte sont obligés de payer et du coup doublement parce qu'ils payent la rançon d'une part et qu'ensuite ils sont obligés de mettre en place les outils de sauvegarde. Si vous pensez que l'opti fait mal aujourd'hui, attendez de voir le prochain. Puisque une des prédictions de notre CTO WatchGuard, c'est que les prochains ransomware vont s'attaquer aux mobiles. Et là, des cryptolockers qui chiffrent les téléphones, on va pas rigoler, pour le dire comme ça. Déjà que ça commence à chiffrer les Mac. Ah oui, oui, on a souvent aussi la question, mais nous, on est en Mac, on est tranquille. Vous étiez tranquille, puisque maintenant ça arrive sur Mac. Pour information, j'ai fait la mauvaise expérience, enfin j'ai failli faire la mauvaise expérience concernant un ransomware sur Mac. Il y a eu, j'ai dit un article là-dessus hier, les applications en fait arrivent à passer outre les vérifications qu'il y a sur notamment la partie Apple Store.
Et là, j'ai téléchargé moi un client FTP qui s'appelle Transmit, et en fait, c'était un fake. Donc dedans, il y avait un ransomware. Sauf que c'était un ransomware entre guillemets intelligent, puisqu'on avait un délai de temporisation de 3 jours. Donc, vous voyez, donc ça commence à évoluer. On commence et on retrouve toujours ce que disait Pascal, le fameux jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'on envoie dans le sandboxing, mais le sandboxing et la PT blocker, comme on disait, ne suffit pas, puisque si derrière j'ai une temporisation, bah, j'aurai le remontée d'information d'un 0D que potentiellement 3 jours après, voire plus. Donc voilà que c'est important de bien mettre en place les différents services de sécu. Justement, en parlant de services de sécu, je pense que c'est à moi, Pascal, tu me laisses la main. Oui, c'est à toi. Allez. Je te passe la main. Je me permettrai de parler J'en profite. et... Pas trop, hein. Tu remarqueras que moi je t'ai pas trop interrompu, donc si tu peux faire de même, ce sera sympa. C'est vrai, j'essaierai. On me demande comment sécuriser le flux IMAP. On n'a pas de proxy IMAP aujourd'hui. Par contre, si vous avez bien compris la présentation, IMAP ne va servir qu'à diffuser le downloader. Donc si vous êtes capable de sécuriser le reste des flux, vous allez bloquer la récupération du vrai malware. Il y avait une autre question. IMAP, ça prendra peut-être un peu de temps, mais on y travaille. Il y avait également une autre petite question, notamment sur la partie perf. Configurer tous les services sur un boîtier, n'est-ce pas trop, ça mouline? Alors il faut savoir qu'on est, je pense, un des seuls éditeurs dans nos datasheets et dans nos fiches de guides, les différents guides de préco et autres, à donner un UTM full service. Donc vous avez une ligne qui s'appelle UTM throughput. Quand on donne l'UTM throughput, c'est-à-dire qu'on va préconiser un boîtier par rapport à un nombre d'utilisateurs avec tout service activé. Donc tout service activé, c'est tous les services de sécurité. Et comme disait Pascal, et je reviendrai dessus, maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité, un nouveau besoin à prendre en considération, c'est la partie déchiffrement HTTPS. Puisque ça, on ne l'avait pas forcément intégré, et c'est relativement consommateur de bande passante. Donc on aura l'occasion de revenir dessus durant la partie démo. J'essaie de finir les questions. Y a-t-il des solutions de SIEM compatibles avec vos solutions? Sur la partie SIEM, en fait, on est capable bien évidemment d'envoyer les différentes informations que l'on a au travers de logs, syslog, pas de log WatchGuard, puisque c'est un protocole propriétaire et c'est une techno propriétaire pour l'envoi des logs vers Dimension. C'est chiffré en TCP et non pas en UDP. Donc non sur la partie log pure non, mais on sait très bien envoyer une copie des logs en syslog. Donc si vous avez un outil type SIEM derrière RSA ou Splunk ou autre, on est capable de s'interfacer et de récupérer des informations. Tac, IMAP, on l'a vu. Comment protéger les mobiles? Justement, bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Pascal, si tu veux dire quelque chose sur la partie mobile ou pas, parce que vu que tu es embrayé. Là, pour la protection des mobiles, il y a des solutions tierces qui sont aujourd'hui pas WatchGuard de sécurisation. Nous, on évite d'aller sur de toute manière toute la partie endpoint, que ce soit on n'a pas d'antivirus sur le PC, on n'aura pas d'antivirus sur le mobile, parce qu'on considère justement que la solution doit être différente. Pour justement se compléter avec nos solutions. Si jamais on maîtrisait tout de A à Z, ça serait plus facile pour un hacker de contourner justement, puisqu'il n'y aurait qu'une seule base d'éditeur. Le fait d'avoir un éditeur différent qui soit sur le poste de travail vous apporte toujours une sécurité complémentaire. Donc on fera peut-être des partenariats pour travailler avec d'autres personnes, mais en tout cas, ça ne sera pas nous. Normalement, tu as la main, je pense. J'ai la main. Vous voyez mon écran? Tu le vois, c'est bon? Alors, okay. Je vois la machine virtuelle, ouais. Windows. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien d'ouvert dedans. Je vais tout simplement me baser sur l'agenda qui avait été défini dans l'invitation, à savoir se baser donc sur différents types de configurations. Première étape, la configuration de la messagerie, la sécurisation de la messagerie, avec les différents types de proxy, que ce soit du SMTP, du POP, et sur laquelle on posera bien évidemment les différentes couches de sécu, que ce soit l'anti-spam, l'antivirus ou la partie APT blocker. On fera de même avec les flux HTTP, et HTTPS. Et puis après, on verra justement sur la partie dimension ce qu'on est capable de récupérer comme information et ce que l'on a surtout comme information par rapport aux menaces qui auraient été bloquées ou qui seraient passées à un instant T en 0D. Pour ça, je vais partir d'une conf vierge. Donc en gros, un boîtier WatchGuard, vous le recevez, il n'y a pas de configuration dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va optimiser la configuration pour justement augmenter et mettre le niveau de sécurité le plus haut possible pour se protéger contre les différents ransomware? Pour ça, je pars donc comme je vous disais, sur une configuration vierge. Première étape, la partie licence. Bien évidemment, tous les modules
dont Pascal a parlé et pour lesquels je vais rentrer dans le détail, la partie antivirus, APT bloqueur, filtrage web, réputation ou autres sont soumis à licence. Donc bien évidemment, et ça va de soi, mais je préfère le rappeler, pour appliquer et activer ces différents modules, il est nécessaire d'avoir une licence. Les licences, moi en l'occurrence, je les ai intégrées ici dans mon fichier de configuration, la partie contrôle applicatif, APT, antivirus et autres. Donc par conséquent, derrière, je pourrais faire mes modifications et mon paramétrage. Première étape, dans la configuration, c'est ici j'ai une règle par défaut qui s'appelle outgoing. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu la partie dimension, on voit dans dimension qu'on a une utilisatrice qui télécharge pas mal au travers de peer-to-peer ou autre, et on voit que le flux sort par cette règle outgoing là. Donc j'ai envie de dire, dans le mécanisme de sécurisation, d'augmenter la sécurité, on supprime ou on bloque cette règle là. Okay. Ensuite, pour tout ce qui va être sécurisation, première étape, on va rentrer sur la partie messagerie. Messagerie, on a deux types de flux, soit la partie SMTP, soit la partie POINT. Qui dit SMTP dit potentiellement un serveur de messagerie en interne, donc par conséquent, j'ai une notion réseau NAT à mettre en place. Pour cela, on a une sorte de bibliothèque de règles qui sont définies par défaut. Je prends un exemple, puisque là on parle des proxys, et je déploie le module proxy. Sur la partie proxy, je vais retrouver un proxy SMTP. Donc, moi, je vais ajouter ici une partie proxy. Donc, j'ai un nom de règle, je lui donne le nom qui va bien, en gros, de ma zone WAN vers ma zone LAN. Alors, je n'aurais pas forcément des... Florian, la résolution est toute petite. Tac, il faut que j'augmente du coup, attends, je vais essayer de passer... Là, c'est pas très vite. Ok, j'essaye, propriété de connexion. Hop. C'est mieux ou c'est pas mieux? Un tout petit peu mieux. Si vous j'essaye de basculer, hein, j'essaie de basculer en full screen. Je suis pas sûr de ce que ça va donner. Hop. Et je veux pas dire, mais ça te vanne dans les commentaires sur le fait que c'est un Mac. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, ça va. Non, du coup, je peux pas... tac. Qu'est-ce que je vais pouvoir augmenter? Ah là là. On va y arriver. Hop, affichage, je le mets. Ok. Non, je peux pas faire plus gros que ça, malheureusement. Je vais basculer comme j'étais, je suis désolé. Hop. Voilà. Ça devrait être un peu mieux, logiquement. On me dit si c'est mieux pour vous. Moi, j'arrive à lire parce que sur mon écran, c'est bon, mais je sais pas quels sont les écrans des autres. Donc. Certains me disent OK pour nous. Ok, ça marche. Merci Jérémy pour ton commentaire. Donc, configuration ici d'un proxy, donc SMTP, règle donc du coup de flux entrante. Donc comme je vous disais, je ne vais pas forcément m'attarder sur la configuration où on est basé nous sur des zones, mais en gros ici, je vais autoriser tout mon flux provenant d'Internet redirigé vers un serveur de messagerie. Donc comme je vous disais, je rajoute ici une notion de flux réseau et de translation réseau. Donc en l'occurrence pour la partie SMTP, je vais dire que ça tape sur une adresse IP et que ça sera redirigé ici sur un serveur de messagerie par exemple. Ok, donc là j'ai ma notion réseau, j'ai configuré ma règle et ensuite justement je vais aller modifier ma partie proxy. Donc on voit que dans l'action de proxy, j'ai également un certain nombre de règles qui sont prédéfinies, ce qu'on appelle des actions de proxy, sur lesquelles je vais m'appuyer pour définir ma règle de proxy. Alors, on voit ici un certain nombre d'informations. Je ne vais pas rentrer en détail dans toutes les informations parce que justement, c'est pas le but de ce webinaire-là, mais c'est vraiment rentrer dans les actions qui sont importantes pour la partie sécu anti-ransomware, anti-cryptolocker. Première étape, c'est tout ce qui va être attachement. Donc, on disait qu'on était capable de détecter une partie JavaScript. On voit ici que par défaut, le type de contenu, si on ne matche pas les paramètres que l'on a mis ici, à savoir tout ce qui est texte, image, multipart, message, application ou autre, on strippé la pièce jointe. On peut aller plus loin et rajouter un contenu, comme je vous disais, de la partie JavaScript. Donc on a ici un certain nombre de modèles, et dans la partie application X JavaScript, je vais y arriver, on a possibilité explicitement de dire que si j'ai du JavaScript dans ma pièce jointe,
automatiquement, derrière, je supprime la pièce jointe. Donc ça, c'est un premier niveau de sécurité, notamment quand on voit la méthode de diffusion de Loki. Donc là, en l'occurrence, je choisis l'application X JavaScript où je vais être capable justement de dire que si sur ce type de contenu-là, je vais le supprimer. Donc pour ça, j'édite mon type et je fais pas un hello, mais je fais un strip, un bloc ou un drop. Différence entre les deux, strip, c'est que je vais supprimer la pièce jointe, drop, je vais dropper le mail, et bloc, je vais dropper le mail, mais en plus, je mettrai l'adresse IP source dans une sorte de blacklist temporaire. Donc en l'occurrence, moi, je vais laisser en bloc. Et ici, j'ai possibilité soit de loguer, soit de faire l'alarme. Donc log, c'est bien évidemment important pour avoir derrière des traces, notamment dans la partie dimension. Donc pensez bien à activer le log ici. L'alarme également, c'est l'envoi d'une notification. Notification par mail ou notification d'un trap SNMP. Après, c'est à vous de définir. Juste petite parenthèse sur ce point-là, le boîtier n'envoie pas de notification, n'envoie pas de mail. C'est votre serveur Dimension qui va envoyer le mail. C'est pour ça, encore une fois, qu'il est important d'avoir un serveur Dimension pour la partie notification. Donc là, en l'occurrence, je choisis à la fois de loguer, mais également d'envoyer une notification. Donc ça, c'est la première étape. En l'occurrence, si j'ai du JavaScript qui est détecté, automatiquement, je bloque la partie JavaScript. Je peux également faire un filtrage sur les extensions. Donc là, en l'occurrence, tout ce qui va être .js, c'est pareil. Si ça match, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je strip la pièce jointe ou en l'occurrence, est-ce que je drop? En l'occurrence, je veux que ça drop. D'accord? Donc ça, c'était la première étape par rapport au contenu. Derrière, on a possibilité de rajouter différentes couches, notamment la partie antivirus. Antivirus où je vais être... Oui. Juste un petit détail, tu peux parler de la 11.10.4 et de ce qu'elle a apporté justement? Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de clients qui ne sont pas en 11.10.4. Pour les clients qui sont encore en version inférieure à la partie, à la version 11.10.4, dans les versions inférieures à la version 11.10.4, on n'était pas capable d'aller voir ce qu'il y avait par exemple dans un fichier zip. Dans un contenu qui était zippé, on n'était pas capable de voir si dans le zip j'avais un point JavaScript, un point exe ou autre. Depuis la version 11.10.4 et les versions supérieures, on est capable d'analyser et de détecter un contenu dans un fichier zippé ou compressé. Donc par conséquent, c'est pour ça encore une fois qu'il est important de mettre à jour vos boîtiers pour protéger et pour profiter du niveau de protection et les fonctionnalités que l'on a ajoutées. Donc 11.10.4 et supérieur, possibilité d'aller analyser un contenu dans une pièce jointe de type zip ou autre. Bien évidemment, on est également capable de détecter que une pièce jointe, par exemple en point PDF, n'est en fait pas un point PDF mais un point exe. On va checker dans l'entête du fichier et si on voit que le code exa ne correspond pas à un point PDF, clairement on va être capable de le détecter et par conséquent de bloquer. Okay. Sur la partie donc antivirus, on a possibilité de rajouter une deuxième couche. Donc on a vu la partie filtrage par rapport au contenu, au type de contenu, aux extensions des pièces jointes qu'on pouvait avoir. La partie antivirus, on va rajouter une deuxième couche, à savoir qu'est-ce qu'on fait si j'ai un virus qui est détecté. Première étape, bien évidemment, je supprime le virus ou la partie du message. Je peux très bien autoriser, je peux également bloquer ou faire un log sur le contenu, je peux mettre en quarantaine, je peux dropper, et encore une fois, je peux faire un bloc. Après, c'est à vous de voir, mais en l'occurrence, on va supprimer. Deuxième action possible sur la partie antivirus, qu'est-ce que je fais si j'ai une erreur lors du scan? Par exemple, un contenu zip qui serait protégé par mot de passe ou autre. Pareil, ici, je vais faire un remove. Je ne vais pas forcément prendre de risque sur cette partie-là, ou alors je peux mettre dans une quarantaine. Si vous pensez que la pièce jointe peut être légitime, elle est dans une quarantaine. Par contre, le problème de la quarantaine, c'est que l'utilisateur peut y accéder et par conséquent peut relâcher son mail. Donc, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes et bien étudier justement les risques que l'on peut avoir par rapport à la quarantaine. J'ai également une limite ici par rapport à la taille du fichier que je vais scanner. Il faut savoir, de mémoire, tu me confirmes Pascal, que la limite chez Lastline, on est à 8 mégas ou 6, je ne sais plus. On a perdu Pascal. J'ai dépassé un guillemets pour pas te déranger, c'est 8 mégas. Ah, 8 mégas, ok. Donc 8 mégas. Donc après, ça a peut-être du sens également ici d'aligner le paramétrage de la taille du fichier maximal que l'on va analyser avec l'antivirus avec la volumétrie que l'on peut avoir chez Lastline, mais également la volumétrie que vous allez avoir vous, la taille de fichier que vous allez autoriser au travers de vos serveurs de messagerie. Okay. Par contre, attention, on a également attention aux performances quand même. Mettre 8 mégas dans l'antivirus, c'est très très consommateur. Donc en fonction du boîtier que vous allez avoir,
c'est pas forcément judicieux. Sachant que de toute manière, pour tous ceux qui ont regardé les tailles de fichiers des cryptolockers, on n'arrive jamais à ces tailles-là. Hein, donc, oui, en gros, les fichiers c'est des fichiers qui font au max quelques kilos, quelques centaines de kilos. Autre brique que je peux rajouter sur mon action de proxy, sur mon proxy SMTP, c'est la partie spam blocker. Donc ici, j'ai possibilité d'activer le spam blocker. Hop, bien évidemment, pour la partie spam blocker, il me demande de faire une configuration réseau puisqu'il va renvoyer les mails chez Sirène et par conséquent, il a besoin d'un serveur DNS pour la résolution. Hop. Ok. Donc j'active ici la partie spam blocker et en fonction du spam et du niveau de spam, soit c'est un spam qui est confirmé, soit c'est du type bulk, soit du type suspect, derrière j'ai possibilité d'avoir 3 actions différentes. Okay. Encore une fois, les actions que je peux avoir, c'est soit j'autorise, soit je tag, soit je mets en quarantaine, soit je bloque, soit je drop. D'accord? Après, ça va être à vous de voir un petit peu, mais sur le bulk, là et la partie suspect, bah, je peux en général mettre en quarantaine ou autre si vous avez un serveur de quarantaine. Après, c'est à vous de voir un petit peu les actions, la volumétrie de mail que vous recevez, sachant que dans la partie spam blocker, on s'appuie sur Sirène et Sirène a un service de réputation. Donc le service de réputation permet de détecter un grand nombre de mails au niveau de la connexion. C'est-à-dire qu'on est capable de traiter un mail comme spam avant même que le boîtier soit délivré, avant même que le fichier et le mail soient délivrés sur le boîtier. Donc c'est à prendre également en compte en termes de perf. J'ai également tout ce qui est partie notification. Donc on disait dès lors qu'on va avoir un événement, une alarme sur la partie proxy ou antivirus, ben ici je peux envoyer un trap SNMP, okay, ou je peux envoyer une notification. Donc notification par mail ou un pop-up. Et enfin, dernier module que j'ai ici, c'est la partie APT blocker. Vous voyez clairement ici que dans l'APT blocker, je n'ai pas possibilité de l'activer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un paramétrage global. Donc première étape, je vais enregistrer ici ma partie, mon action en l'occurrence pardon de proxy. Donc hop, je vais appeler crypto, j'enregistre ma règle et dans la partie ici subscription services, j'ai un module global qui s'appelle l'APT blocker. Et là, l'APT blocker, qu'est-ce que c'est? C'est une case à cocher pour l'activer. Ensuite, vous avez des actions à définir en fonction du niveau de sévérité de la menace. High, medium et low. Vous remarquerez qu'ici que nous, on ne prend pas forcément de risque et que par défaut, que ce soit un risque high, medium ou low, on drop. D'accord? Pareil, derrière, on log. Donc, par conséquent, vérifiez, mais logiquement par défaut c'est le cas, que les pièces jointes qui seraient droppées liées au module APT Blocker sont bien loguées. Encore une fois, ça vous permettra d'avoir à la fois des traces dans les logs localement, mais également au niveau de dimension. Ensuite, j'ai un onglet Policy qui me permet de voir sur quelle règle mon APT Blocker est activé. Donc là, en l'occurrence, mon APT Blocker est activé sur aucune règle, puisque sur la partie SMTP, je l'ai pas encore activé. D'accord ? Et puis après, la partie Advanced, c'est la question que l'on avait tout à l'heure, où on a possibilité d'utiliser un serveur local Lastline. Pour ceux qui voudraient acquérir auprès de Lastline un serveur pour éviter d'envoyer le fichier chez Lastline ou autre, vous avez possibilité, bien évidemment, de l'acquérir, de l'installer localement, et de dire à votre boîtier WatchGuard que pour l'analyse en sandboxing, je l'envoie sur mon serveur local. D'accord ? Je reprends donc ma règle SMTP, je vais remodifier ici mon action de proxy et je vais pouvoir activer ici l'APT blocker. D'accord? Donc l'APT blocker, c'est... Pardon? Si je peux te couper 2 secondes, parce qu'on a beaucoup de fois la même question. Parce que tu as parlé de la quarantaine, certaines personnes ne savent pas retrouver les fichiers qui sont en quarantaine. Pour information, en fait, quand vous installez le WatchGuard System Manager, vous avez la possibilité d'installer des briques serveurs, et dans ces briques serveurs, il y a la quarantaine. Donc il faut bien entendu, si vous utilisez des actions de quarantaine, installer la quarantaine pour qu'ensuite elle soit accessible. Les fichiers seront là. Voilà, juste pour dire ça. Ok, je suis en train de voir en même temps les questions. D'accord. Donc, module APT Blocker. Donc là, vous avez vu que finalement, en quelques clics, on a activé et mis en place une politique de sécurité sur un flux messagerie entrant. Point important, j'active ici le log sur ma règle. Ok. Et également, au niveau de mon action de proxy, je vais activer ce qu'on appelle ici la partie log for report. Encore une fois, pour avoir du reporting au niveau de dimension, il est important ici d'activer le log à la fois sur la règle firewall, mais également sur l'action de proxy.
Ok. J'ai vu qu'il y avait une petite question sur hop. Est-ce que ça peut fonctionner sur un flux sortant? Oui, oui, je vous confirme. En gros, l'action de proxy, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai défini mon action de proxy ici, par défaut, j'ai une règle par défaut qui s'appelle incoming ou outgoing. Donc, je peux très bien prendre de l'outgoing et sur l'outgoing, également activer le module apt blocker, la partie antivirus ou autre. Donc, le filtrage et la mise en place d'un proxy SMTP peut se faire aussi bien pour du flux entrant que pour du flux sortant. Ok. Autre type de règles que je peux avoir, c'est la partie POP. Donc pareil, je retourne dans ma configuration, je prends non plus un proxy de type SMTP, mais un proxy de type POP3. Okay, je fais un double clic dessus. Là, en l'occurrence, du POP, c'est un flux en général sortant, sauf si on a un serveur POP localement, mais c'est les clients qui vont aller requêter un serveur POP pour récupérer leur message. D'accord. Donc la partie POP3, en l'occurrence, c'est un flux sortant, donc je mets le nom de ma règle. Ma zone trusted vers any external, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails sur cette partie-là. Et comme pour la partie SMTP proxy, j'ai ici une action de proxy. Donc en l'occurrence, vu qu'on est sur un flux sortant, je vais m'appuyer sur le template POP3 client. Je vais l'éditer, je retrouve un certain nombre de paramétrages, et notamment, encore une fois ici, le type de fichier. Donc si je veux être bien précis dans ma configuration comme je l'ai été sur ma partie proxy SMTP, je vais rajouter un contenu. Okay, donc soit en récupérant le type MIME, soit en utilisant ici le prédéfini. Donc en l'occurrence, je vais reprendre la partie, pardon pour le scroll, application X JavaScript. Ok, je modifie et en l'occurrence pour tout ce qui va matcher, je n'autorise pas, mais je strip. Et encore une fois derrière, j'active la partie log. D'accord. Pareil pour la partie type de fichier. Donc là en l'occurrence, on voit qu'on est quand même on autorise uniquement la partie texte, doc et autres, d'accord. Et par défaut, tout ce qui ne matche pas cette liste-là, tout ce qui ne correspond pas à cette liste-là, sera bloqué. Donc même étape, si je veux faire du JavaScript ou un point .js ou autre, je peux très bien le faire. On retrouve également la notion d'antivirus. Donc qu'est-ce que je fais si j'ai un virus d'éviter et quelle action je mets en place si j'ai une erreur durant le scan. Pareil pour la limite. Je retrouve également ma notion de spam blocker. Sauf que là, en termes de règles et d'actions possibles, je suis limité. Les seules actions que j'ai, c'est soit j'autorise, soit je tag le sujet. Ce n'est pas une limitation liée à WatchGuard, mais c'est une limitation protocolaire. Pour ceux qui ont déjà regardé un petit peu comment fonctionnait la partie POP, en gros, vous avez une seule et même connexion pour récupérer X messages. Que vous ayez un message ou 100 messages sur votre serveur POP au moment de la récupération, vous avez une seule et même connexion. Par conséquent, on n'est pas capable d'interagir sur chaque message et d'avoir une action propre à chaque message. Ok. On a également la partie deny message, ici la partie alarme, proxy antivirus, et encore une fois, je retrouve ici la partie apt blocker. Donc, mise en place de l'apt blocker, une case à cocher encore une fois, et je reprendrai le paramétrage que j'ai effectué précédemment ici, dans mon menu Subscription Services. Donc pareil, comme j'ai modifié le template par défaut, il me demande d'en créer un nouveau. Étape ici, bien penser à cocher la partie Enable Logging for Report. Et pareil, je vais loguer ici ma règle de firewall. Ok. Donc là, on vient de voir déjà que j'étais capable de mettre en place deux règles sur mes flux de messagerie, à la fois pour la partie SMTP et à la fois pour la partie POP. Sur ces deux règles-là, j'ai appliqué l'anti-spam, j'ai appliqué l'antivirus, j'ai appliqué la protection et la détection des types de pièces jointes, et j'ai également activé l'APT blocker. Ça m'a pris en tout et pour tout, allez, 5-10 minutes, grand max. D'accord. Je fais un petit point sur la partie question. À quand un spam blocker? Ok, priorité entre antivirus et anti-spam. Bah, la priorité pour moi va être au niveau de l'anti-spam. Puisque si un message est considéré comme spam, ça sert à rien d'aller faire une analyse dessus antivirale. Exactement. Encore une fois, je vous disais qu'avec la partie réputation, avec la partie réputation, pardon, on est capable de bloquer un mail à la connexion. Donc on a vu la partie
on a vu pardon la partie donc messagerie, SMTP et POP. On va voir maintenant la partie HTTP. Donc, comme pour mes deux proxys précédents, j'ai ici une configuration par défaut et dans la partie proxy, j'ai ce qu'on appelle un proxy HTTP. Ok. Donc le proxy HTTP, je fais un double clic dessus et j'ai possibilité d'ajouter mon proxy. Donc en l'occurrence, ça sera un flux sortant, donc je mets le nom de l'arrêt. Comme pour mon proxy POP et mon proxy SMTP, j'ai possibilité de définir une action de proxy dessus. Donc là, c'est un flux sortant, zone trust vers zone externale. Je vais tout de suite activer le log sur ma règle de firewall. Et derrière, je vais regarder l'action de proxy. Alors, on a, pour ceux qui ont un petit peu de passif sur la partie WatchGuard, on a des nouvelles actions de proxy qui s'appellent quelque chose point standard. Celles-ci sont quand même relativement permissives. Donc, avant de les appliquer, attention à bien regarder ce que vous avez dedans. Donc, en l'occurrence, moi, je vais prendre un HTTP client que je vais modifier. On retrouve encore une fois un certain nombre d'informations par rapport aux requêtes HTTP et surtout par rapport aux réponses. Et dans cette partie réponse, je retrouve ici mon type de contenu, où je vais être capable de dire que dans le type de contenu, je parle de type de contenu d'une page web. Je ne parle pas forcément d'un fichier que je vais récupérer et télécharger. Okay. Donc dans le type de contenu que j'ai ici dans la partie content type, ça va être du contenu publié, hébergé sur le site web. Okay. Donc là en l'occurrence, on voit que la partie JavaScript est autorisée. Après, bien évidemment, la partie JavaScript est quand même relativement nécessaire sur certains sites. Okay. Je prends l'exemple d'un cas client que j'ai eu où pour le téléchargement de Adobe Acrobat Reader, il fallait que le JavaScript soit autorisé et activé. Donc après, voilà, c'est à bien prendre en compte l'environnement dans lequel vous êtes. Par contre, dans la partie Body Content Type, derrière, je peux très bien dire que si j'ai un contenu de type JavaScript, je le bloque. Okay. Donc je peux rajouter ici un contenu. Soit au travers du changement de vue et en rajoutant par exemple un contenu de type JavaScript. D'accord. Donc je peux très bien l'ajouter ici, donc ça sera sur la partie application X JavaScript. Okay. Et donc là j'appelle JavaScript. Et donc l'action, je mets en deny. Et pareil, je log. Okay. Donc là je vois que c'est pareil, si j'ai un contenu de type JavaScript, eh ben, il sera dans le téléchargement, il sera bloqué. Donc ça, c'est la partie HTTP, type de contenu. Ensuite, j'ai possibilité, toujours sur cette partie proxy HTTP, d'activer la partie Web Blocker. Web Blocker, en gros, c'est que je vais coupler à mon action de proxy une action de filtrage web. Pour ça, il faut que je crée une action. En l'occurrence, j'en ai pas par défaut comme j'ai pu en avoir pour la partie proxy. Donc, je clique sur Ajouter. Encore une fois, je vais me faire une partie crypto. Et j'ai deux possibilités. Soit je m'appuie sur une base WebBlocker WebSense, en l'occurrence maintenant ForcePoint, soit sur une base locale. Bien évidemment, on ne saurait vous recommander d'utiliser la base WebBlocker WebSense hébergée dans le cloud. Et derrière, j'ai mes catégories, où en gros, je vais être capable de détecter et de bloquer surtout les différents types d'URL en fonction de l'appartenance à une catégorie. Okay. Donc que ça soit la partie sexualité ou autre, après c'est à vous de voir la partie porno, mais surtout j'ai 2-3 types de contenu, notamment j'ai un contenu de type sécurité, où je vais être capable de faire de la détection et du blocage d'URL si je suis redirigé vers un site type spyware, botnet, contenant du contenu malicieux ou autre. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt classique. Par contre, il y a une chose qui est ultra importante, c'est l'action que vous avez ici. En bas de page, vous avez une action vous avez un paramétrage qui vous demande que faire en cas de match avec un site non catégorisé. Et c'est ce qu'on considère et c'est ce qu'on remarque maintenant, c'est que sur la partie requête HTTP pour la partie crypto et la partie Loki, on match très très souvent des sites non catégorisés. Pourquoi? Parce qu'on le parlait, les IP publics que l'on a sont en général pas référencés ou n'ont pas le temps d'être catégorisés parce que derrière on a un gros random et du coup on change rapidement d'URL. Donc c'est pour ça que l'action ici, c'est important de le passer à deny. Et toutes les requêtes que vous aurez vers des sites web avec sur des IP publics ou autres seront ici bloquées.
Donc ce paramétrage est relativement important à mettre en place. Par défaut, on est à hello, vous le voyez. Donc pensez bien à le passer à deny. J'ai possibilité après de le faire des exceptions. Par exemple, vous avez des sites légitimes qui sont non catégorisés, vous pouvez les rajouter ici, soit avec des wildcards, soit en mettant directement l'URL complète. Okay. Et puis derrière, j'ai une partie alarme. Encore une fois, qu'est-ce que je fais sur l'alarme? Soit j'envoie une notif, soit j'envoie un trap SNMP. D'accord? Donc ça, c'est l'étape. Mon action web blocker est créée et je l'applique sur mon action de proxy. Ensuite, pareil, j'ai la partie antivirus. Qu'est-ce que je fais sur la partie antivirus? Je drop, ou derrière, si j'ai une erreur, je l'autorise, je drop ou je bloque. En l'occurrence, je vais faire un drop. Pareil pour la taille du fichier à scanner. D'accord? Et on a une brique supplémentaire après qui est la partie réputation. La partie réputation, en l'occurrence, c'est un service propre à WatchGuard, qui en fait, c'est une espèce de super base de données qui est alimentée par tous les boîtiers WatchGuard que l'on a dans le monde. Donc, de mémoire, on est à plus d'1 million de boîtiers WatchGuard déployés. Donc, ces millions de boîtiers WatchGuard qui ont la partie réputation activée vont permettre d'alimenter cette base avec les contenus récupérés. On se base sur de la réputation. Donc, en gros, qui dit réputation dit notion de scoring. Un site a une mauvaise réputation ou une bonne réputation en fonction de son score. Par rapport à ça, nous, en fonction du score que l'on a et le seuil que l'on a mis en place, on a possibilité de dire que si le site web a une mauvaise réputation, je bloque directement l'URL sans scanner la page. A contrario, si le site a une bonne réputation, j'autorise l'accès au site sans scanner la page. Et en fait, tout ce qui va être entre les deux, donc soit un site qui n'a pas bonne réputation ou qui n'a pas mauvaise réputation, ce qui va être en neutre, on va activer le scan. En gros, cette page-là va être capable donc de bloquer les requêtes vers des sites web qui auraient mauvaise réputation, puisqu'encore une fois, par Loki ou autre, les URL, les IP que vous avez vus dans le document de l'ANSI ou dans les premiers slides de Pascal, où les URL sont répertoriées, nous, il y a de fortes chances que ces URL soient déjà présentes dans la partie réputation. Donc par conséquent, encore une fois, vous n'avez pas besoin de les ajouter manuellement. En plus, ce module-là, c'est un module qui peut faire gagner en performance sur votre boîtier. Pourquoi? Parce qu'une page qui a mauvaise réputation, derrière, je ne vais pas la scanner. Par conséquent, je vais la bloquer directement sans scanner cette page-là. Donc c'est quand même relativement important. Okay. Pour ça, je l'active. Donc, soit je bloque directement les URL qui ont mauvaise réputation, et j'autorise les URL qui ont bonne réputation. Derrière, je peux également mettre en place du log. Donc pensez bien à loguer, notamment pour les URL bloquées. Et enfin, dans la partie Advanced, j'ai possibilité de définir les valeurs. Par exemple, qu'est-ce que c'est un site qui a une mauvaise réputation? Eh bien, ça va être un site qui va avoir une valeur, une notion de score comprise entre 60 et 100. Et à contrario, un site qui a une bonne réputation, c'est un site qui va avoir un score compris entre 1 et 40. On a des paramètres par défaut, je vous conseille de les laisser par défaut. D'accord? On a également deny message, encore une fois cette notion d'alarme dès lors qu'un proxy match ou que l'on a une erreur sur l'antivirus. Et on a également la partie APT bloqueur. Donc sur le flux HTTP, ici, je peux activer ma partie APT bloqueur. Ok? Donc là, je viens de créer ma troisième règle pour me protéger au mieux contre la partie crypto. Troisième règle de type proxy. Okay, donc j'ai mon proxy SMTP, mon proxy HTTP, mon proxy POP. Maintenant, je peux faire la même chose sur du FTP. J'ai un proxy FTP parce que pareil, le proxy FTP, bien évidemment, ça a une source et c'est un vecteur de transfert de fichiers. Donc pareil, sur ma partie FTP, je peux créer un proxy, soit entrant, soit sortant. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre un sortant, LAN to one et trusted in external. Bien évidemment, encore une fois, j'insiste là-dessus, bien penser à loguer la règle. Okay. Et sur l'action de proxy, en l'occurrence, je suis sur du client, donc flux sortant. Donc même les commandes, les différents types de fichiers, est-ce que les points JS, je les bloque? En l'occurrence, ici, cab, com, DLL, exe et zip sont bloqués, mais je peux très bien rajouter un étoile.js. Ok. Si ça match, ça sera bloqué. Pareil pour la partie upload. Qu'est-ce que j'autorise à uploader? Mais là, ça serait plus sur du flux sortant. Pareil, je retrouve mes notions d'antivirus. Et je retrouve mes notions de notification. Et je retrouve mon APT bloqueur. Et là, pareil, j'active mon APT bloqueur sur la partie FTP.
J'ai mes 4 règles, messagerie SMTP POP, flux web, HTTP ou FTP. Maintenant, il nous reste un dernier point à voir, et je pense qu'il peut être vecteur de question, c'est la partie HTTPS. On voit clairement ici que j'ai également un proxy par défaut qui est le proxy HTTPS. Comme disait Pascal, on est en train de constater que le web migre vers de l'HTTPS. On passe d'un flux clair HTTP vers un flux chiffré HTTPS. Par conséquent, qui dit flux chiffré dit impossible, enfin, il n'est pas possible, pardon, de voir le type de contenu ou ce qui transite dans ce flux HTTPS, sauf si on applique le déchiffrement. Donc là, pareil, je crée une règle de type proxy, une règle de type proxy HTTPS, flux sortant. Dessus, je vais activer encore une fois, pardon, la partie log, parce que c'est important. Et cette règle-là, comme pour mes autres règles proxy, s'appuie sur une action de proxy. L'action de proxy, je l'ai ici, en l'occurrence HTTPS client. Je vais l'éditer. Premier paramètre que j'ai sur cette action de proxy, il me demande est-ce que j'active le déchiffrement ou pas. Est-ce que je fais le deep inspection? Oui, bien évidemment, je vais l'activer. Attention, qui dit inspection dit nécessité de pousser un certificat, en l'occurrence de pousser le certificat utilisé pour le déchiffrement HTTPS du boîtier sur les postes clients. Alors, certificat à pousser soit via GPO pour tout ce qui va être IE et Chrome, parce qu'ils utilisent le même magasin, mais également on peut trouver une GPO pour le déploiement dans Firefox. Okay, donc c'est bien évidemment important de pousser le certificat pour avoir notamment les erreurs de certificat que l'on peut avoir dès lors qu'on a accès à un site en HTTPS. Maintenant, il va falloir que je choisisse ce que je fais en termes de déchiffrement. Est-ce que dans la partie domain name ici, je déchiffre tout? Si c'est le cas, je vais passer tout ce qui ne matche pas en inspect. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Je prends un exemple d'utilisateur qui regarde entre midi et 2 par exemple une vidéo sur YouTube. Ça a très peu d'intérêt de déchiffrer l'accès au site YouTube qui est en HTTPS. Par conséquent, je vais laisser en hello. Par contre, au niveau de ma partie web blocker, je vais ici créer une nouvelle action de web blocker dans laquelle je vais cocher ce que je souhaite déchiffrer comme catégorie d'URL. Okay, donc là, en l'occurrence, je prends mes catégories et j'ai une catégorie notamment qui s'appelle webmail. Il faut juste que je le retrouve. Tac, Search Engine, web hosting. Voilà, web, un email spam. Et il y a une autre notion qu'il faut que je retrouve. Web, email marketing. Et Internet communication, je crois que c'est là. Voilà, la partie générale email, organisation email, la partie chat ou autre, parce que ça peut être vecteur. Donc en gros, voilà. Là, j'ai choisi deux catégories. Bien évidemment, après, ça va être affiné. Mais j'ai choisi deux catégories avec des sous-catégories sur lesquelles je souhaite mettre en place le déchiffrement HTTPS. Donc, il faut bien penser ici, pareil, que je fais une requête. Si l'URL est non catégorisée, je fais un deny. Derrière, je peux également mettre en place le log, la partie à la ronde. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une notion de où. Soit le domain name, je déchiffre, ou je m'appuie sur le web blocker pour le déchiffrement. D'accord? Maintenant, une fois que mon flux est déchiffré, j'ai un flux classique en HTTP. Et par conséquent, ici, je vais dire, ok, une fois que mon flux est déchiffré, du coup j'ai un flux clair en HTTP, qu'est-ce que j'applique comme politique de sécurité? Et là, je peux très bien reprendre ma politique de sécurité, mon action de proxy que j'ai créée, qui s'appelle HTTP client crypto. Et si je clique dessus, je retrouve les mêmes paramètres. L'activation de l'APT blocker, la partie web blocker, la partie antivirus et la partie réputation. Ok? Donc là, je viens de créer ici ma partie HTTPS proxy et en plus, j'oublie pas d'activer le reporting sur l'action de proxy. Ok. Là, on vient de voir, j'ai créé 5 politiques, FTP proxy, SMTP proxy, HTTP, HTTPS proxy et POP3. En gros, c'est les différents vecteurs qui peuvent être utilisés pour Loki, donc soit au travers de contenu, soit au travers de requêtes. Maintenant, il manque un point hyper important, et on n'en a pas parlé, c'est la partie contrôle applicatif.
Vous avez vu peut-être qu'au moment où je manipulais dans mes règles, j'avais possibilité d'appliquer le contrôle applicatif. Pour ça, j'ai, pareil, dans la partie Subscription Services ici, la partie Application Control. J'ai une règle par défaut qui s'appelle Global. Cette règle par défaut autorise toutes les applications à transiter au travers du boîtier. Par contre, moi, derrière, je vais créer une nouvelle politique, que je vais appeler encore une fois, je suis désolé, je suis un peu parano, crypto. Et dans cette partie-là, je vais choisir ce que je veux bloquer comme type d'application ou comme catégorie d'application. Donc soit je peux faire une recherche, par exemple la partie Tor, où je vois ici bypass, proxy et tunnel Tor, soit je peux faire un filtrage par catégorie. Et en l'occurrence, tout ce qui va être peer-to-peer, je le bloque. Tout ce qui va être réseaux sociaux ou autres, bypass proxy, je le bloque. Ok? Alors, le fait de bloquer par catégorie ici, c'est pas très parlant de la richesse que l'on a en termes de signature applicative. Donc c'est pour ça que je vais insister sur cette partie-là. En l'occurrence, je prends le Tor et je drop. Pareil pour la partie peer-to-peer. Et là, on va voir toutes les signatures applicatives de peer-to-peer que j'ai. Ok, vous voyez que j'en ai quelques-unes. Donc là, chaque ligne que vous voyez ici correspond à une application peer-to-peer. Donc pareil, pour la partie peer-to-peer ici, j'édite et je mets pour action drop. Et on voit ici que toutes les actions pour la partie peer-to-peer sont passées à drop. Donc on parlait de Tor, on parlait de peer-to-peer, j'ai également tout ce qui va être tunneling, donc proxy, tunnel, okay, donc tout ce qui permet de passer outre un firewall, puisqu'encore une fois c'est une connexion HTTPS VPN qui est montée. Donc là pareil, les actions que je vais appliquer dessus, c'est la partie drop. Ok? Donc là, j'ai créé ma politique crypto. Maintenant, soit je repasse sur chaque règle, soit dans la partie policy ici, j'ai possibilité de choisir ce que je vais appliquer comme politique. Donc soit je fais règle par règle, soit non, si je peux le faire, et j'applique ma règle crypto. Ok? Et là je fais un OK. Tac. Et donc vous voyez automatiquement que ma règle ici a été agrémentée du contrôle applicatif. Donc maintenant, juste pour vérifier, je reprends ma règle HTTP proxy et je vois ici que mon action de proxy, que mon filtrage applicatif a été ajouté. Donc du coup, ajouter et j'applique ma règle crypto. Ok? Donc, on a vu, désolé, assez rapidement comment mettre en place. On voit que c'est quand même pas très compliqué dès lors qu'on a bien compris le mécanisme. On a beaucoup de répétitions, beaucoup de redondance d'informations entre les différentes actions de proxy. Donc c'est pour ça, une fois que vous avez compris comment fonctionne une action de proxy, derrière c'est quand même relativement simple à mettre en place. Maintenant, je vais finir rapidement sur la partie dimension. Donc là, je pense que la résolution devrait être un peu meilleure. Où on a une plateforme qui est accessible à tout le monde. C'est une plateforme publique qui s'appelle demo.watchguard.com. Sur cette plateforme-là, sur cette dimension-là, j'ai un boîtier qui est enregistré qui s'appelle Denver. Okay, donc je clique sur ce nom de boîtier et je vois automatiquement donc ma partie reporting. Donc là, on voit tout de suite dans la partie tableau de bord exécutif toutes les menaces qui seraient passées en 0D à un instant T. Donc j'ai le nom de la menace, j'ai le nombre de visites et j'ai le niveau de la menace. Okay, maintenant, si je vais dans l'onglet rapport, j'ai un onglet propre dans la partie service où je retrouve mes deux menus, à la fois la partie Advanced Malware, mais également la partie 0D. Donc si je clique sur la partie Advanced Malware, je trouve toutes les menaces qui ont été détectées. Ok? Donc ici la partie Top Download, l'UPS Package et comment ça a été les différents types de contenus. Okay, après, si je regarde sur la Threat ID, je récupère un petit peu plus d'informations, notamment par rapport à quel vecteur. Donc là, en l'occurrence, ça a été refusé. Niveau de menace, contenu, la source, donc l'utilisateur, l'adresse IP de destination, la stratégie par laquelle c'est passé. Okay, et le protocole. Donc là, je me dis peut-être que dans la partie FTP, vous voyez, finalement, ça a du sens d'activer la partie APT bloqueur. De même pour l'installeur ici, si je clique dessus, en l'occurrence, je vais voir pareil par quelle règle il est passé et quel est l'utilisateur source. Donc là, en l'occurrence, c'est Alice, avec l'IP. Et derrière, on voit que c'est passé au travers du protocole HTTP. Et le autre, c'était dl.downserver. quelque chose. Voilà. Ok, bien évidemment, tout ça, c'est possibilité de l'exporter vers un fichier PDF. Et enfin, dernier menu, la partie 0D. Donc 0D, toutes les menaces à un instant T qui sont passées. Et on a reçu l'information a posteriori, une fois que le fichier a été
envoyer chez la slide pour analyse. Ok? Est-ce que vous avez des questions? On va reprendre un petit peu. J'ai pas vu les questions, Pascal. Je te laisse. Alors, Petite dans les questions. remarque, donc une personne qui me dit qu'il a pas la partie 0D dans Dimension. En fait, si vous avez la partie Advanced Malware mais pas la partie 0D, ça veut dire qu'il n'y a pas de 0D. Donc ça veut dire que c'est parfait. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu de fichier qui est passé en interne. Si vous avez ni l'Advanced ni le 0D, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la PT bloqueur ou que vous ne l'avez pas activé. Juste un point, excusez-moi, j'ai énoncé tout à l'heure en introduction la partie sizing. On a bien évidemment un sizing guide qui reprend le modèle pour un nombre d'utilisateurs conseillé full service activé. Maintenant, ce que l'on préconise, nous, c'est que dès lors que vous allez mettre en place du déchiffrement HTTPS, de choisir le modèle d'au-dessus. Je prends un exemple, vous aviez 20 users, vous étiez parti sur un T30 avec tout service activé, antivirus, anti-spam, réputation, APT bloqueur et autres, application control. Par contre, vous commencez à mettre en place du déchiffrement HTTPS, on vous conseille fortement de basculer en l'occurrence non plus sur un T30 mais sur un T50. Ok, parce qu'encore une fois, la partie déchiffrement HTTPS est relativement gourmand en termes de ressources. Ok. La partie réputation peut s'appliquer sur une règle POP. La partie réputation peut s'appliquer. Non, non. En fait, on n'a pas de notion de partie RAID sur la partie POP, la réputation. La partie RAID, c'est vraiment pour les sites web infectés. Donc forcément, pour du POP, ça n'a pas de sens. Je regarde les questions. J'ai un anti-spam Sophos. Ça arrive. Nous, on a le DLP qui est Sophos. Donc pour ceux qui visualisent pas la PT bloqueur, hein, c'est soit il y a plusieurs choses. Si vous n'avez pas de 0D mais de l'advance, c'est le cas idéal parce que ça veut dire que vous avez bénéficié de tous les scans qui ont eu lieu par d'autres et que vous n'avez pas été le premier victime de l'attaque. Donc c'est parfait, ça doit être comme ça. Quand vous avez des 0D et que ce sont les Word ou les JavaScript que vous n'aviez pas bloqués dans votre config, sachez que ce sont les downloaders, donc c'est pas forcément grave si vous avez bloqué le vrai malware en téléchargement. Pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, il faut bien vérifier vos logs sur la règle et vos logs sur le proxy. Il y a les deux endroits. Et bien entendu, vous avez la licence. Hein. Normalement, c'est les trois choses. Et faites attention également à la période de données que vous mettez en dimension. Parce que si vous avez mis 2 jours et que en fait, le malware était avant, bah, vous ne le verrez pas. C'est évident, mais je préfère le mentionner. J'ai une question intéressante. Faut-il forcément acheter un certificat pour le déchiffrement? Non. On utilise le certificat du. Voilà, on utilise le certificat du boîtier. Soit on peut utiliser le certificat du boîtier. Dans ce cas-là, dans le boîtier, vous avez un onglet pour récupérer le certificat, en l'occurrence, qui est ici. Tac, donc vous avez clairement le certificat avec l'autorité pour la partie déchiffrement. Donc c'est le proxy authority. Si je fais un clic dessus, je vois clairement Fireware HTTPS proxy. Donc c'est ce certificat-là que vous allez utiliser et déployer sur les postes clients. Vous pouvez très bien également utiliser une PKI interne. Par contre, j'insiste bien sur la partie interne. Surtout pas de PKI externe. Ok? Parce que ça peut potentiellement être une faille de sécu, à savoir quelqu'un qui aurait un même certificat provenant de la même autorité de certification qui serait capable par conséquent de déchiffrer votre flux. Donc imaginez que vous achetez un certificat à un grand nom, une grosse société, je sais pas, j'en ai pas en tête comme ça, mais c'est-à-dire que tous les certificats qu'ils ont signés peuvent être utilisés pour déchiffrer vos flux. Donc de toute manière, le boîtier acceptera pas un certificat justement pour cette raison publique. Donc il faut soit que ce soit le certificat du boîtier, soit une PKI interne privée. Une question, combien coûte ce boîtier? Ça dépend de quel boîtier vous parlez. Pour la partie Office 365, on a un guide que je pourrais vous envoyer. En fait, un petit guide qui a été fait par WatchGuard, c'est justement l'intégration avec Office 365. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Il faut quand même préciser qu'il y a les deux choses. Le guide qui a été fait, c'est pour rediriger les flux au préalable sur un WatchGuard avant qu'ils aillent vers Office. Ce qui fait que du coup, on peut scanner les flux en amont. L'autre
l'autre chose dont on vous a parlé dans la première partie de la présentation, c'est de créer une règle HTTPS vers Office avec la fonction de FQDN dans la destination sur lequel on fait de l'inspection. Donc cette fois-ci, on ne redirige pas les flux entre Office et les envoyeurs, mais c'est entre les utilisateurs et Office. Donc il y a les deux qui sont possibles. Le guide décrit le premier entre les envoyeurs Office en passant par le boîtier et l'autre entre les utilisateurs et Office. Où là, entre les utilisateurs et Office, c'est relativement simple puisque Florian a décrit comment faire une règle HTTP proxy avec de l'inspection. Il suffit de faire cette même règle-là en mettant pour destination les domaines d'Office 365. En gros, si je reprends ma règle pour montrer rapidement dans la partie HTTPS proxy ici, je mets ici la partie externale. J'adore le dernier commentaire. Depuis le début du webinaire, le Firebox a bloqué 67 mails avec des cryptos. Merci WatchGuard. On vous enverra votre petit chèque, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que normalement, quand on met bien tout en place, c'est quand même extrêmement efficace. Une fois de plus, il n'y a pas 100% de sécurité, mais ça bloque quand même beaucoup de choses. Juste pour revenir sur la partie Office 365, donc là, plutôt que mettre la partie external, je vais aller chercher un FQDN, et en l'occurrence, je mettrai le FQDN lié aux adresses de chez Microsoft pour la partie 365. Alors, il y a Jérémy qui disait que, pour reprendre ton expression, Jérémy, qu'il y avait what 1000 domaines. A priori, il n'y a pas tant de domaines que ça pour la partie Office 365, sachant qu'encore une fois, on peut utiliser des wildcards. Donc, tu utilises une wildcard et logiquement, ça doit se limiter à 6 ou 7 domaines d'après les infos que l'on a eu nous. Qu'on a un partenaire justement qui l'a fait. Il n'y a pas what 1000 domaines. C'est ça. Je reprends ton expression, désolé. Quid du filtrage de Skype? Il n'y a pas de quid avec Skype, puisqu'encore une fois, Skype, si vous n'avez pas de filtrage applicatif, on n'est pas capable de bloquer. Pour ceux qui ont déjà testé de bloquer Skype sans filtrage applicatif, je pense que vous êtes vite rendu compte que ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que Skype fait un scan des ports qui sont ouverts et va utiliser un port qui est ouvert pour pouvoir sortir et se connecter. Donc à moins d'avoir un réseau étanche, mais étanche et plus d'avoir de connexion Internet, dans ce cas-là, Skype n'a plus d'intérêt, et là je vous confirme qu'il est bloqué, on est obligé de passer par une signature applicative. Donc je peux vite fait rebasculer, je peux vite fait rebasculer sur... Sauf erreur de ma part, il me semble que Skype est passé en full HTTPS dans la communication. Contrairement à l'ancien algo qu'ils avaient de chiffrement quand ils étaient Skype. Il me semble que maintenant ils sont en HTTPS. Donc il y a peut-être des moyens justement d'analyser. Et donc du coup sur la partie filtrage applicatif, on a des signatures pour la partie Skype. Ok, je pense que c'est à peu près bon sur les questions. De toute manière, là, il est déjà mis l'écart, donc on va devoir arrêter. Je tenais, alors pas pour les gens qui sont là, parce que vous avez eu la chance de pouvoir rentrer dans le webinaire, mais je tenais à m'excuser pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo et qui sont arrivés jusqu'à la fin. Si vous étiez inscrit sur le webinaire et que vous n'avez pas pu rentrer, effectivement, on a eu un petit problème technique entre les autorisations d'enregistrement et le nombre limite autorisé par GoToWebinar. Donc, ce qui fait que vous n'avez peut-être pas pu rentrer sur le webinaire. Donc, nous en excusons, on essaiera de mieux comprendre ce que GoToWebinar bloque exactement pour la prochaine fois pour que ça n'arrive plus. Donc, toutes mes excuses par rapport à ça. Et puis, je pense qu'on a fini. Sauf si tu veux rajouter quelque chose, mais non, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde un petit peu. Alors, on me demande les fichiers Office protégés par un mot de passe sont bloqués par l'APT bloqueur. Non, ils sont bloqués par l'antivirus en fait. C'est dès l'antivirus que c'est bloqué. Vous avez une option pour ça. Nous allons de toute manière publier ce webinaire sur YouTube dès qu'il sera converti, parce qu'il est quand même assez long, donc ça prend pas mal de temps. Et ensuite l'uploader sur YouTube. Donc on vous enverra les liens, bien entendu, pour pouvoir le revoir si vous voulez le revisionner. En attendant, on va vous souhaiter une bonne fin de journée, puis surtout un très bon week-end. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour plus d'informations sur cette problématique. C'est vraiment le sujet du moment et on est à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner. Merci à tous et puis bonne journée. Le mot de la fin, pour ceux qui voudraient continuer dans WatchGuard cet après-midi, il y a 2 webinaires de prévus, un à 14 h sur la partie dimension, où là on fera vraiment un gros focus sur la partie dimension, et un à 15 h sur la partie WatchGuard System Manager et l'administration du produit. Voilà. Bonne fin de journée et bon week-end. Merci.
Au revoir. Au revoir.